production Sideways. Aussi cette semaine au podcast, je reçois Alain Lefebvre de Giga Technologies. Alain est à la tête d'une entreprise spécialisée dans l'alimentation porcine. On a jasé des origines de Giga, de son impact à travers plus de 40 pays et aussi des défis qu'il a dû surmonter tout au long de son parcours. C'était vraiment une belle discussion. Le podcast est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Shameless Plug, le podcast est fièrement produit par Sideways, notre boîte de production vidéo. Salut tout le monde! Aujourd'hui, sur le podcast, je reçois Alain Lefebvre, président de Giga Technologies, une entreprise innovante spécialisée dans l'alimentation porcine basée à Saint-Lambert-de-Lauzon et qui est présente dans plus de 40 pays. Salut Alain, merci d'avoir accepté l'invitation à mon podcast. Merci Jason, salut. un premier podcast pour toi. Ouais, c'est ma première aventure. Là, on va voir ce que ça va donner. J'espère que tu ne seras pas trop déçu. Mais en tout cas, j'imagine que je vais être bien guidé. Ben, tu sais, en même temps, c'est aussi dans mes premiers podcasts. Fait que, en somme toute, on va l'expérimenter ensemble. J'ai des questions, on jase, puis on parle de ton parcours. C'est bon. C'est bon. Ben, pour débuter, Alain, d'où c'est que tu viens, toi? Où tu as grandi? Dans quel domaine? Ouais, en fait, je suis natif de Saint-Lambert-de-Lauzon. Mes parents avaient une ferme ici à Saint-Lambert, laitière et porcine. Donc, j'ai grandi sur une ferme. À l'époque, j'avais pas tellement l'ambition de, reprendre la ferme familiale. Donc, je m'enlignais pour faire des études en comptabilité. Donc, j'ai fait un cours collégial. Je savais pas à l'époque si j'allais à l'université. Donc, je m'étais gardé des options faisant les cours pour être capable de rentrer à l'université. À la fin de mon parcours collégial, j'avais un stage en comptabilité là, dans un bureau de comptable. Puis, je te dirais que c'est un métier qui est très noble, puis on en a besoin absolument. Mais des fois, il y a des choses qui sont faites pour soi, puis des fois, il y en a qui sont moins. Donc, après une semaine où c'est qu'on m'avait donné des grosses boîtes pleines de petites factures à rentrer avec une calculatrice avec un papier qui roule, là, puis il fallait que tout balance, là. Je me suis dit, ouais, je pense que c'est pas tout à fait pour moi, là. Donc, je me suis là venu à réfléchir. Puis à l'époque, mon frère Donald, à l'époque, il est 5 ans plus vieux que moi. Moi, j'avais 19 ans à l'époque, lui en avait 24. Puis lui, il était déjà impliqué dans la ferme familiale. Et puis, m'était approché, puis il m'avait dit, Alain, j'ai décidé que je proposerais à nos parents d'acheter la division porcine de l'entreprise. Et puis... Il y avait aussi une ferme laitière et porcine, dans le fond? Oui, c'est ça, exactement. C'est qu'il y avait une partie qui c'était une ferme laitière, l'autre partie, c'était une ferme porcine. Puis mon frère Nelson, qui était aussi impliqué dans la ferme, lui s'occupait dans le fond, de la ferme laitière. Puis mon frère Donald s'occupait de la division de la ferme porcine. Puis là, lui avait envie de progresser dans le porc. Puis c'est ça, il m'a approché pour dire on va acheter je vais offrir à nos parents d'acheter la ferme porcine. À l'époque, mon père a pris une grosse décision. Il avait juste 57 ans à l'époque. Puis il a dit moi, je suis pas là pour empêcher les initiatives ou les fonceurs. Donc, il dit oui. Mais il dit rien à faire, par exemple. Si je vends une partie de l'entreprise, je la vends toute. Au complet. Au complet. Et donc, là, ça a fait comme un peu un choc à mon frère Nelson, parce qu'il avait, lui, s'occupait de la division laitière. T'es beaucoup impliqué. Oui, il était beaucoup impliqué. Mais en même temps, moi et Donald, la passion des fermes laitières à l'époque, entre autres, j'aimais bien les travaux d'un champ, ces choses-là, mais le parti là, de la traite en tant que telle, là, j'aimais pas ça. Et puis Nelson, lui, il s'était mis à faire des allergies aux poils de bovin. Puis il était malade, donc il saignait du nez constamment. Donc là, tout d'un coup, il a été mis un peu contre le mur. Puis là, finalement, il a décidé, il dit non, moi, je peux pas acheter la ferme laitière avec juste comme ça, là. Donc finalement, Nelson avait pris un chemin différent pendant une couple d'années. Nous, on avait tout racheté, mais avec des conditions, je vais vous dire, aujourd'hui, très avantageuses. Je peux dire que j'ai eu mon héritage familial, j'avais 19 ans. Donc, honnêtement, ça part bien dans la vie. Ça part bien, ouais. Tu sais, je veux dire, mon père il savait qu'à l'âge qu'on avait, on ne serait pas capable de se financer à la valeur que ça valait la ferme. Donc, il nous avait dit, regardez, il dit, ça vaut, mettons, X. Il dit, je vais vous la vendre X,
Mais il dit, vous allez être capable de vous financer pour Y. La différence entre les deux, je vais vous le financer. Mais par contre, il nous avait dit, si vous faites ça comme il faut, il dit peut-être que je vous demanderai jamais rien. Puis aujourd'hui, ben, il est décédé là, de 2 semaines. Puis honnêtement, il ne nous l'a jamais redemandé. Donc, en réalité, ça allait aider beaucoup dans la vie parce qu'on est parti avec des conditions gagnantes. Déjà, j'avais 19 ans, Donald avait 24. Et puis, lui, il s'est organisé, mon père, pour que mon frère Nelson, qui faisait pas la ferme, ait d'autres avantages. Mais il y avait déjà, ça avait été seté, là, déjà en 1988, nos héritages. Donc, je savais déjà qu'à sa mort, j'en aurais pas, mais c'était déjà réglé. Donc... mais ça a permis de t'amener justement jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a donné un bon levier. Donc, on a immédiatement, mettons, à l'achat, liquidé la partie laitière. Puis ça nous a permis de prendre de l'expansion tout de suite, de commencer à prendre de l'expansion dans l'industrie porcine. Donc, à l'époque, notre objectif, c'était que l'entreprise porcin pourrait faire vivre 2 familles. Donc, c'était notre but en 1988. Okay. Donc, ma famille et la famille à Donald. En termes de salaire? En termes de salaire, économie. Okay. Donc, c'était notre objectif à l'époque. Et puis, rapidement, je te dirais que les deux, on était assez entrepreneurs dans l'ombre. La vision de l'entrepreneurship, là, c'était assez dedans. Donc, puis... vous avez commencé, entre parenthèses, à plus petite échelle, en voulant dire, somme toute une ferme, c'est une entreprise là, qui est comme tout autre, mais vous aviez une vision plus haute? Oui, puis je te dirais qu'on avait une vision aussi... on a eu la chance, nos parents, en tout cas, entre autres, mon père nous a donné, tantôt j'ai parlé de l'héritage, on va dire financier, mais la plus belle héritage, en fait, qu'il nous a donné, c'est la confiance en nous autres. Puis lui, il disait tout le temps, regarde, si ça se fait par des humains, vous êtes capable de le faire. Donc, c'était son mindset. Puis tu sais, dans l'agricole, souvent, puis là, si on recule là, encore plus loin, les entreprises, c'était des plus petites entreprises, la culture, tu sais, de s'organiser, puis dans le fond, finalement, on apprend tous les corps de métier. Il y a de la plomberie à faire, bon, on l'a fait, on n'a pas eu moyen d'engager un plombier. L'électricité à faire, des fois, on faisait l'électricité parce qu'on n'avait pas eu moyen d'engager un électricien. Donc, finalement, tu apprends à faire plein de choses. La mécanique, la même chose. La soudure, la même chose. Donc, on était baignés là-dedans dans notre enfance. Donc, on touche à tout. Oui, puis tu sais, dans le fond, ça nous a allumé beaucoup là-dessus, puis c'est ça. Donc, on est parti comme ça. Les premiers élevages porcins, on faisait ça pour que ça coûte rien. Donc, donner un exemple, puis mon père, il était quand même un bricoleur énorme à l'époque. Donc... il n'a pas tenté des affaires. Oui, donc un peu notre génétique d'affaires, par exemple, le développement des machines vient probablement de lui. Okay, ouais. Juste de donner un exemple, tu sais, on avait comme ambition de construire des porcheries. À l'époque, on n'avait pas les moyens, des grands moyens financiers. Pouvoir d'emprunt quand tu as 19 puis 24 ans, les banques, des fois, ils te regardent en voulant dire « Apprends ton gaz égal ». Donc, on essayait beaucoup de constructions, les premières qui étaient pas mal par net cash flow. Donc, entre autres, juste pour te dire, exemple, le béton pour faire les fondations, les planchers, ces choses-là, on n'avait pas eu moyen d'appeler des bétonnières pour faire livrer le béton. Donc, notre père nous avait fait une espèce de petit bétonnière, là, Redemix, qui se met à place d'un bucket de tracteur. Puis, on achetait notre ciment là, en poche de ciment. Puis notre gravier, puis on rajoutait notre eau, on avait notre recette, puis on faisait vos propres mix. Nos propres mix pour faire nos fondations. Sauver des coûts, dans le fond. Sauver des coûts, puis commencer comme ça. Donc, on ne calculait pas nos heures. C'est de même que ça a commencé l'entreprise. Puis là, avec les années, ben on a commencé à... Puis c'était des années en production porcine qu'il y avait de la demande quand même pour le porc. Puis... mon héritage, c'est là que j'ai trouvé ma passion, moi, pour les chiffres. Tu sais, j'avais été en administration à l'école, puis je voulais, tu sais, comme à l'époque, un peu, je pensais faire comme un comptable, mais après coup, tu sais, en stage, je m'étais rendu compte que non, j'aime pas ça. Mais en fait, c'était la passion des chiffres, tu sais, les mathématiques, les chiffres que j'aimais. Et puis, je me suis trouvé une passion en élevage, en fait. Donc, la passion que j'ai eue en élevage, c'est que, finalement, de comprendre les processus d'élevage, puis, exemple, les performances d'élevage, bien, assez rapidement, on a fait progresser, là, mettons, les performances d'élevage
Pour vous donner un exemple, à l'époque, là, la productivité moyenne qui se compte dans des fermes porcines, là, c'était peut-être 15-16 porcelets par truie au Canada. OK. Donc, quand un élevage, mettons, il y avait une truie, il produisait 15-16 porcelets, tout était dans les moyennes canadiennes. Puis, les meilleurs, ils tournaient 18-20 porcelets par truie, ils étaient plus efficaces. Je me souviens encore, mon père, quand on avait fait nos budgets pour l'achat, il nous avait dit, vous avez une maternité, vous avez une bâtisse pour l'engraissement des porcs. Si vous produisez 16 porcs par truie par année, ça va faire que l'élevage d'engraissement va toujours être plein, puis vous allez être correct. Bon, puis 16 porcelets par année, ça vient comment, ça? C'était qu'on sevrait 8 porcelets par portée, puis la truie mettait bas 2 fois par année. Donc, Puis là, mettons, c'est pas tout le monde qui connaît ces termes-là. Là, moi, on travaille ensemble sur une façon régulière. Je connais un peu les mots, mais mettons, rapidement, les mots que tu viens de dire, il y a du monde qui ne le savent pas. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que là, c'est une manière de calculer l'efficacité d'une ferme. Puis très rapidement, juste pour vous dire, on a fait passer par la compréhension, puis je vais te dire l'analyse des chiffres. On fait passer l'élevage de 16 à 20, à 22, à 23 porcelets par truie par année. On est devenu dans les meilleurs au Canada. Donc, par le fait même, avec un endettement adéquat, ben ça fait un bon levier financier pour le développement de l'entreprise aussi. Puis ça, c'est tout fait. C'est tout le travail humain. Là. Ouais. Tu sais, Giga-technologie, Gestal, c'est l'innovation. Pas. Ça n'existait pas encore. C'était encore les bras. Oui, c'était ça. C'était avec les bras. Puis en fait, derrière ça, c'est qu'on a compris que l'alimentation des porcs, des truies en particulier à ce moment-là, avait un grand impact. La manière que tu le faisais avait un grand impact sur les performances de l'élevage. Donc, par contre, sans rentrer dans les détails, parce que pour l'audience, là, mais en gros, c'est que pour arriver avec des résultats comme ça, c'est que fallait pas compter nos heures, fallait pas compter nos jours fériés puis les week-ends. Parce que les animaux n'arrêtent pas le soir, n'arrêtent pas le samedi, n'arrêtent pas le dimanche. Donc, puis entre autres, c'était des programmes alimentaires, c'est de les nourrir à la main sur une période de 16 heures par jour, 4 à 5 repas par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Quand tu repenses à ça aujourd'hui, c'est inconcevable de tout ce temps-là qui est mis. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Donc là, à un moment donné, avec la croissance, on essayait d'embaucher des gens pour le faire, des horaires de soir, des horaires des rotations de personnel pour avoir ça. Mais ça reste que c'est un challenge humain à faire, ça. Puis il est arrivé, je vous épargne certaines périodes, mais à un moment donné, c'est sûr que même sa famille, c'est demandant. Donc là, à un moment donné, on cherchait à avoir un moyen d'automatiser ça. Et puis, en 1999, j'ai rencontré dans une foire commerciale, dans le fond, les propriétaires de l'époque de Giga Technologie, qui faisaient la promotion de la première génération, on va dire, de systèmes Gestal, des systèmes informatisés pour l'alimentation des porcs, des truies en tant que tels. Puis à l'époque, là, quand j'ai vu ça, je dis « Oh boy, ça c'est probablement la machine que j'ai de besoin. » Mais j'avais pris de l'information, etc. Puis après ça, on avait fait faire comme une espèce de soumission, et c'était plus, en tout cas, c'était une soumission pas tant détaillée, mais en tout cas, pour l'équiper notre ferme avec ces équipements-là. Et puis... c'est une entreprise qui était située dans quel coin? Oui, bien là, à ce moment-là, elle était à Saint-Nicolas. Tu es rendu à Saint-Nicolas, sur la Rive-Sud, pas loin des ponts de Québec. Là. Ouais. Et puis, c'est une compagnie québécoise. Okay. Puis les anciens propriétaires avaient fait des machines pour l'alimentation des vaches laitières. Quelques années avant, ils avaient vendu leur compagnie à une très grosse entreprise avec des clauses de non-compétition. Puis les ingénieurs, on va dire les fondateurs se sont dit, ben on peut plus faire rien dans la vache, donc on va faire quelque chose dans le porc. Bon, une vache laitière, une truie laitière, ça doit se ressembler, donc on va leur faire quelque chose. Donc, faire une histoire courte, 99, finalement, j'approche mon frère Donald, qui est copropriétaire de l'entreprise. Hey, Donald, j'ai un projet. Je voudrais investir pour faire cette machine, mettre ces machines-là. Bon, ben assez rapidement, Donald étant plus, l'entrepreneur type construction de l'entreprise, il s'occupait beaucoup plus du développement des terres, développement de bâtiments de ferme, que était moins impliqué dans l'élevage lui-même. Il savait qu'on travaillait fort pour nourrir les animaux, il savait que les performances étaient bonnes, mais
pas nécessairement lui qui nourrissait les animaux. Donc, quand je lui arrivais la première fois, puis que je lui ai dit, à l'époque, ça coûterait à peu près 250 000 investir dans l'entreprise pour installer ça. Première réaction, la rencontre a terminé là. Il m'a traité de fou, puis il m'a dit, t'es-tu malade? À l'époque, là, c'était des gros sous pour l'entreprise. Puis aussi, c'est des technologies qui avaient très peu d'installées. Il y avait genre comme 4 fermes au Québec d'installer, beaucoup plus petites que nous autres. Donc, c'était vraiment... C'était vraiment un début de quelque chose. Donc, là, j'ai pris mon petit baluchon, puis bon, je vais faire mes devoirs. Donc, je me prépare un peu mieux, puis un mois après, je rencontre Donald avec un peu plus de chiffres puis d'évaluation. Là, sur le coup, il me dit, Alain, il dit, ouais. Donc, mais il n'était pas convaincu. Tu le travaillais. Ouais, c'est ça. Puis 2 semaines après, je suis revenu encore. Et puis là, honnêtement, il m'a dit, Alain, il dit, je te fais bien confiance, là, mais il dit, regarde, je suis pas capable d'aller voir un banquier pour lui demander de l'argent pour emprunter pour ça, là. Et il dit, je suis pas capable de vendre ça. Donc, il dit, Alain, il dit, on va être obligé de prendre ça sur notre cachot. Puis il dit, là, il dit, c'est à toi de prouver que tu as tort ou tu as raison. Donc, en voulant dire, ça voulait dire, je te fais confiance, mais trompe-toi pas. Ouais. Parce que ça va être de ta faute. Donc, j'ai pris ça comme un défi. Donc, finalement, en juillet 99, faire une histoire courte, on fait l'investissement, on installe ces machines-là dans la ferme. Après 3 semaines, 1 mois, c'était catastrophique. Désastreux. Ça ne fonctionnait pas du tout. On avait beaucoup de misère. Et puis, à l'époque, là, je m'arrachais presque les cheveux sur la tête. Donc là, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, c'est censé fonctionner, mais bon. Dans le fond, les propriétaires qui nous avaient vendu les équipements, ils connaissaient pas vraiment notre industrie, puis tout le knowledge derrière notre production était déficiente. Donc, ils nous installaient des équipements, mais comme si on te livre un auto, mais il n'y a pas d'ajustement pour l'injection du gaz, puis il dit, ajuste-le comme tu veux, là, puis ton moteur devrait bien aller. Donc, c'est pas sûr que mon moteur va bien aller si c'est moi qui l'ajuste, OK? Donc, à l'époque, ben là, j'avais rappelé quelqu'un que j'avais demandé une référence dans les 3-4 fermes qu'il avait faites. Puis lui, ça faisait à peu près 8 mois qu'il était en production, puis il m'avait donné des bonnes références. Donc là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, il me demande qu'est-ce que je faisais. Il dit, ah non, ça peut pas marcher, Alain. C'était trop agressif. En tout cas, histoire courte, il m'envoie par fax à l'époque. Hein, on avait des fax pour communiquer. Il m'envoie par fax ses stratégies. Mets ça dans les machines, puis ça va. Là, ça se met à aller mieux. Mais c'était pas à mon goût. Donc, c'est là qu'un peu mon côté scientifique des chiffres a pris le dessus. J'ai dit, il faut que je comprenne. Donc, c'est là qu'on avait, dans le fond, faire une histoire courte, on a viré. Je pensais faire ça pour 1 mois ou 2. On a comme adapté notre ferme pour faire une ferme de recherche. On voulait vraiment comprendre comment que ça fonctionnait. Et puis, en fait, contre cette recherche-là, ben, dans le fond, puis ces travaux-là ont duré 5 ans. Et le but de faire ces recherches-là, c'est optimiser nos performances d'élevage. Dans le fond, rendre les stratégies des machines que j'utilisais pour regagner les performances qu'on faisait quand on le faisait à la main, 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais tu sais, là, vous n'avez pas acheté l'entreprise. Non. Encore. Fait que tu sais, ce 5 ans-là, comment que toi, Alain, en tant qu'entrepreneur qui en a beaucoup sur les épaules, Donald, il t'a dit je te fais confiance. Comment tu t'es ressenti avec ça? Ben, c'est sûr que c'était un challenge. Mais tu sais, Donald, il m'a jamais mis de frein. Puis il a toujours été, il savait qu'on travaillait dans le bon. Je te dirais qu'après 2 mois et demi, ça recommençait à avoir du sens. Puis après 3 mois, 4 mois, ben tu sais, là, ça faisait un peu plus que ce qu'on voulait. Mais les recherches qu'on a faites, c'est que rapidement, c'est que ça a créé des bases de données incroyables puis des connaissances vraiment pointues de ce qui se passe, dans le fond, dans un niveau maternité. Là, juste donner un exemple, c'est que chaque truie qui était pour mettre bas, avoir de sa portée, là, dans une maternité, c'est ça qu'on fait, ben on la pesait avant qu'elle mette bas, pour savoir son poids corporel. On la sondait gras dorsal. On sondait son gras avec des échographes pour savoir l'état de chair qu'elle avait. Pendant 3 semaines, elle allaitait ses porcelets, donc on prenait les machines nous remontaient tout ce qu'elle avait consommé comme nourriture. Donc, on avait un plan alimentaire précis de ce qu'elle avait pris. Puis quand on la sevrait 3 semaines après de sa portée,
on reprenait toutes ces mesures de poids, de gras, puis on avait tous les gains de poids de sa portée, exactement, ces données. Donc, on avait tout rentré ça. On rentrait ça dans un fichier Excel à l'époque. Qu'après 5 ans, on a eu 15 000 mises bas de données comme ça. C'est une des plus grosses bases de données au monde qui a été accumulée. Donc, il y a plein de centres de recherche dans le monde qui nous communiquaient avec nous autres quand ils ont su qu'on faisait ça pour avoir de l'info. Mais pendant ces 5 ans-là, je vais vous dire, j'étais toujours rendu au bureau à Saint-Nicolas de Giga pour demander aux équipes techniques, adaptez-moi le logiciel pour faire telle affaire. Adaptez-moi les machines pour telle chose. OK, tu étais déjà... Ouais. T'étais beaucoup impliqué à ce niveau-là. C'est ça, parce que quand tu découvres des choses puis tu veux que les machines fassent ce que c'est que tu as besoin, il faut que tu les fasses adapter pour que ça fonctionne. Ouais. Puis en 2004, il est arrivé un phénomène. J'y croyais à cette automatisation-là, je vais dire viscéralement. Puis en 2004, l'entreprise Giga, pour son développement, il y avait eu un investisseur majoritaire qui était devenu le gouvernement du Québec par une société de capitaux de risque. OK. Puis en 2004, il y a eu un changement de gouvernement. Les libéraux sont arrivés au pouvoir. Puis les libéraux ont dit, ces portefeuilles-là de capitaux de risque, nous autres, on ne veut pas chapeauter ça. Donc, il y a un paquet de compagnies au Québec qui ont dû trouver des nouveaux actionnaires pour remplacer l'actionnariat du gouvernement. Donc, Alain, lui... Oui, c'est ça. Donc, Alain, on a été approchés. J'ai été approché pour devenir, seriez-vous intéressé à acheter ça, la partie gouvernementale. Donc, moi et Donald... Qui était combien de pourcentage à l'époque? C'était 50% de okay. Giga. Donc, à l'époque, moi et Donald, on s'est penché dans ça. On a fait une espèce de due diligence avec notre firme comptable aussi. Je vais vous dire, sans aller bien loin, mais tu sais, j'avais énormément confiance, puis je croyais beaucoup aux produits, surtout au concept, à la technologie. Mais après avoir fait 5 ans avec, je comprends cette mentalité-là. Oui, mais sauf que quand on analysait les chiffres, on a dit on n'embarque pas là-dedans. Ah ouais? Donc là, finalement, la décision qu'on a prise, c'est de faire une offre. Puis l'offre, c'était tout pantoute. C'est là qu'on est arrivé puis qu'on a fait une offre qu'on rachetait non seulement la partie gouvernementale, mais on achetait 100% des actionnaires. Sinon, on n'embarquait pas. Donc, l'offre a été acceptée par la partie gouvernementale. Et je te dirais, à l'époque, il y avait 13 actionnaires au total. Donc, seulement 3 qui étaient impliqués dans l'entreprise. Les autres, c'est tous des gens externes qui avaient des financiers. Donc, il y en a 10 qui ont accepté tout de suite. Puis, vu que le gouvernement débarquait, il y en a qui ont voulu débarquer. Les 3 autres, ils ont décidé de dire OK. Donc, on a devenu, dans le fond, à ce moment-là, propriétaire à 100%. T'sais, on voulait, tant qu'embarquer, on dit qu'il faut avoir la gouvernance. Le contrôle, oui. Le contrôle pour être capable, parce que sinon, on n'investira pas dans une entreprise si c'est juste pour pas avoir de contrôle sur nos sous, puis que finalement, on ne sache pas ce qui va se passer. Donc, à partir de là, on a pris le contrôle de l'entreprise. Puis, on s'est efforcé immédiatement, je vais vous dire, de rentrer la saveur éleveur dans l'entreprise. C'est à partir de là que les machines ont été, oui, à l'aide d'ingénieurs, mécaniques, ingénieurs en électronique, en software, mais je vais vous dire, notre slogan qui disait par des éleveurs, pour des éleveurs, c'est à partir de là. Okay. C'était avec la mentalité d'un éleveur, de la bonne connaissance de nos besoins qu'on a commencé les développements des produits. À partir de ça, c'était en 2004. OK. Puis là, ça fait déjà un bon moment que le podcast est commencé. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi le produit du Giga? Puis peut-être faire une distinction avec le Gestal et le Giga qui, encore pour moi, qu'on travaille souvent ensemble, j'ai encore de la misère à le différencier. Mais assez simplement, Giga Technologies, c'est le nom de l'entreprise. Giga, J-Y-G-A, c'est les premières lettres des 4 fondateurs, qui étaient Jocelyn, Yves, Gaétan, André. Okay. Donc, l'entreprise ayant été rachetée, n'a jamais changé de nom, mais c'est les 4 fondateurs. Donc, Giga a gardé le nom. On a toujours gardé le nom de Giga. Par contre, puis Gestal,
C'est la marque de commerce du produit d'alimentation. Donc, Quand vous l'avez acheté dans votre ferme, c'était des systèmes Gestal. OK. Gestal, c'est pour gestion de l'alimentation. GEST, gestion. AL, alimentation. Donc, il avait dit gestion de l'alimentation, Gestal. On va faire ça comme ça. Donc, c'est des systèmes informatisés qui permettent d'automatiser l'alimentation à l'époque des truies qui allaitaient des porcelets dans des fermes porcines. Aujourd'hui, on a développé une panoplie d'autres équipements qui sont dédiés à l'alimentation de précision, dans le fond, pour les fermes porcines. Donc, on doit avoir maintenant, vitement, une 7, 8, 10 gammes de produits pour différents stades de l'éleveur, dans le fond, mais toujours basés sur nos connaissances, mais surtout en partant de nos besoins en tant qu'éleveur. Donc, de là, votre slogan qui fait encore plus est encore plus vrai aujourd'hui. Ouais, pour des éleveurs par des éleveurs. Puis là, vous faites aussi il y a Robuste, si je ne me trompe pas. Ça, Robuste, c'est la gamme des équipements pour fabriquer, dans le fond, pour équiper tout le reste de la ferme. Donc, dans une ferme porcine, il y a d'autres équipements. Il y a des planchers, des clôtures, des mangeoires, beaucoup des systèmes de transport d'aliments, etc. Ça, c'est venu avec le temps. On était les précurseurs d'avoir développé les concepts d'alimentation comme ça avec des machines informatisées. On a développé avec le temps, à partir de 2014, des stations d'alimentation pour les truies en liberté. Vous savez, qui ont des puces, on lui met une boucle d'oreille avec un RFID dans l'oreille qui les identifie. Puis les truies, à ce moment-là, quand ils se présentent dans les stations, sont nourris. Ça, c'est la demande, le besoin de transformer les fermes de fermes en cage avec des fermes avec des truies en liberté. Donc, c'était un besoin qu'on avait. Donc, on a développé des machines qui pourraient permettre de continuer à nourrir quand même des truies avec précision. Et puis, à l'époque, au début, on n'avait pas de compétiteurs. Donc, pendant longtemps, on n'avait aucun compétiteur. Donc, notre défi, c'était pas tant de se battre sur un marché pour contre des compétiteurs. Notre défi, c'était de convaincre des éleveurs qui avaient besoin de nos machines. Donc, c'était beaucoup, entre guillemets, de l'évangélisation. C'est-à-dire d'expliquer à quelqu'un que s'il investissait dans sa ferme pour automatiser l'alimentation, ses animaux seraient mieux alimentés, puis ça y amènerait une rentabilité. Donc, parce que là, si, exemple, la personne ne faisait pas son 7 jours sur 7, 16 heures par jour, là, il y avait des performances moindres, mais finalement, c'est pourquoi exactement. Donc, il envoyait moins les conséquences. Donc, il y avait... Avec les années, avec nos succès, puis quand on est arrivé de plus en plus à l'international, le développement, dans le fond, nous, à partir de 2008, il est arrivé une grave crise financière en Amérique du Nord. Là, puis les gens de mon âge vont se souvenir, il y a des banques américaines qui faisaient faillite. Les taux d'intérêt avaient monté beaucoup. Il y a environ, là, entre 2008 et 2010, il y a environ 25% des producteurs de porc québécois qui ont fermé, qui ont disparu du marché. C'était pas des belles années financières faciles. Et puis, à l'époque, quand tu vends des machines comme les nôtres, c'est un peu comme, je dirais, mettons, imagine un couple qui a peur de perdre sa job ou qui s'est serré, il fait pas de rénovation dans sa cuisine, là. Non. Donc, nos ventes étaient très difficiles. Donc, c'est là qu'on s'est décidé. On a dit, on va essayer d'aller à l'international. C'est là que vous avez... Dans ces années-là, c'était en crise, vous autres, vous avez dit, on va à l'international. Ouais. Donc, là, je suis parti avec mon baluchon. J'ai dit, faites un premier salon en septembre 2009 en France. Présenter nos affaires. Puis, essayer d'en vendre ailleurs. Si on n'est pas capable d'en vendre ici. Puis ailleurs, y avait-tu de la compétition? Y avait-tu des systèmes qui ressemblaient à ça? Non. Vous étiez vraiment précurseur? Oui, on était vraiment précurseur. Ça n'existait pas vraiment. Et puis, je me souviens, justement, dans ce salon-là, tout qu'un adon, il passe dans l'allée, puis il arrête en me voyant. C'est un Québécois, Sylvain Longchamp, qui est né, il est natif du coin de Saint-Georges. Il a fait son cours en agronomie à l'Université Laval à Québec. Puis, ça faisait 7-8 ans, certains, je ne l'avais pas vu, 8-9 ans. Tout d'un coup, j'arrive face à face. Il arrive avec moi, il dit, qu'est-ce que tu fais ici, Alain? Puis là, j'explique ça. Il dit, Colin, c'est donc bien pas pire. Sylvain, il demeurait en Ukraine. Il reste encore en Ukraine, d'ailleurs. OK.
Et puis, assez loin vous savez que ça brasse, là. Il reste plus proche de la Pologne, mais il reste en Ukraine. Puis, il était consultant en production porcine pour l'Europe de l'Est, pour une grosse compagnie à l'époque. Puis, justement, il partait à son compte. Donc, il voulait trouver quelque chose. Donc, il m'a dit, Alain, il y avait des contacts en Russie. Puis, il dit, Alain, d'après moi, puis quand j'y ai expliqué, il a très bien compris notre produit. Le timing était bon aussi. Ouais. Donc, Sylvain nous a donné un coup de main pour rentrer en Russie. Donc, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est la Russie, ça brasse là, avec les combats. Mais nous autres, Giga, de 2010 à 2013, la Russie nous a tenus en vie. Donc, on a fait de la belle business en Russie. Donc, Sylvain nous avait amenés là-bas, puis il se fait connaître là-bas. En fait, j'étais allé 8 fois entre ces deux périodes-là, en Russie. Et pourquoi que j'ai 2013 arrêté? Quand tu travailles à l'international, des fois, il y a des situations, des fois, qui n'est pas de ton ressort, même local, hein, quand tu es entrepreneur. Donc, il est arrivé quelque chose. En 2013, Poutine a décidé d'envahir la Crimée. Donc, en envahissant la Crimée, qui était une partie de l'Ukraine à l'époque, dans le fond, les pays de l'Occident, dont la communauté européenne, mais dont les États-Unis et le Canada, ont mis des sanctions économiques qui avaient fait à l'époque que le rouble a perdu 50% de sa valeur. Et puis, donc, étant donné qu'on vendait, nous, nos équipements en dollars canadiens, donc du jour au lendemain, quand on vend pour 1 million, notre client, là-bas, du jour au lendemain, en dedans de 2 mois, ça lui coûte 2 millions. Donc, le même équipement. Donc, là, ça a devenu qu'économiquement, la Russie a devenu que c'était plus une terre promise. Donc, nos clients qui étaient contents de nos produits, mais ont juste dit, là, c'est rendu trop cher, on peut pas. Donc, c'est ça. Mais pendant ces années-là, on commençait aussi à se faire connaître en Europe. Et puis, là, entre-temps, les marchés ici avaient repris. Donc, on a commencé à travailler plus sur le Canada anglais. Ensuite de ça, les États-Unis aussi, qui était un gros marché juste à côté de chez nous. Puis à ce moment-là, vous étiez situé où? Vous en êtes encore à Québec? Oui, encore. L'usine était encore à Saint-Nicolas, dans le fond, dans le parc industriel à Saint-Nicolas. Puis, tu veux donner un exemple, à l'époque, on devait être environ une vingtaine d'employés dans la partie Giga, qui était, j'oserais dire quasiment encore, malgré longtemps, là, presque encore un start-up. C'est fait partie quand même de l'apprentissage, puis c'est presque ça. Ouais. Puis quand tu dis la partie Giga, c'est parce que tu parles de la ferme séparément quand tu distingues ça? Oui, c'est plus parce que la ferme était tournée autour d'entre 20 et 25 aussi employés. Ouais. Donc, au total, tout, ça faisait peut-être 45 personnes. C'était 2 entités différentes. Mais ça a toujours été 2 entités différentes, mais pour nous autres, c'est tout on va dire, on appelle ça le groupe Aldo. Là. C'est Aldo, c'est Alain Donal, c'est le nom de nos fermes. Donc, à l'époque, c'était... Vous êtes bon ces initiales? Oui, on était bon ces initiales. Donc, c'est ça. Mais en fait, les noms de nos entreprises, c'est souvent comme ça. Puis, je veux dire, ça, c'était plus drôle. Hein? Donald qui s'occupait plus dans le fond, tout ce côté, on va dire, admin, là, qui était la création, mettons, des compagnies. Puis souvent, tu sais, Fermaldo, Donald m'a dit, hey, on va former l'entreprise. On appelle ça Fermaldo, Alain Donald, fais-tu ton affaire? Ah, ouais, OK. Donc, à un moment donné, il en avait fondé une pour le développement, en tout cas pour d'autres choses. Ça s'appelle Gestion Lido. Là, j'ai dit, Lido, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, ça prenait un nom. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, puis c'est là qu'à ce moment-là, si je reviens aux années 2013, malgré avec le succès qu'on avait eu, puis on s'est rendu compte que notre processus de vente dans ces années-là, tu sais, comme tu as dit tantôt, on n'avait pas vraiment de compétiteurs, puis on était précurseurs. Donc, quand on venait, il fallait toujours... On avait essayé de vendre, mettons, par l'intermédiaire de distributeurs, des choses comme ça. Les gens trouvaient ça toujours incroyable, le produit qu'on avait, là, un distributeur. Mais quand le distributeur arrivait pour expliquer ça à un de ses clients, souvent, il arrivait, puis le client disait « OK, ouais, c'est vraiment génial. » Mais la deuxième question, ça coûte combien? Puis là, quand il y avait le prix, le client avait peur parce que là, il ne comprenait pas la valeur du produit derrière. Ouais. Un distributeur typique ne prenait pas le temps d'expliquer les bienfaits de l'alimentation de précision, puis qu'est-ce que ça ferait dans son troupeau, puis comment que ça serait rentable. Donc, quand on l'expliquait, généralement, nos clients avaient des retours sur l'investissement en bas de 2 ans. Donc, c'est conséquent, là. Oui, c'est ça, c'était conséquent. Mais si tu ne l'expliquais pas, c'était vu comme une dépense uniquement.
Donc, le mode distribution, C'est pas une belle expérience non, de votre côté. Là. ça fonctionnait pas. Donc, pendant plusieurs années, on rêvait que des gros distributeurs mondiaux prendraient notre produit, puis ils vendraient ça à tout le monde, puis nous, ça serait facile, mais ça fonctionnait pas du tout. En plus, c'est aussi de l'autre bord de l'océan. Tu sais, c'est pas... tu peux prendre l'avion, mais en voulant dire, Ouais. c'est pas aussi proche que la ferme qui se vend à Montréal, où c'est que c'est plus proche. Ouais, là, c'était une autre réalité, effectivement. Donc là, finalement, on a refait un plan d'affaires dans les années 2015-2016 qui impliquait, non, avant ça, excuse-moi, plus en 2013, je me suis trompé un peu dans les dates, mais là, qui impliquait de répliquer dans des bureaux satellites ce qu'on fait dans notre processus de vente au Québec. C'est-à-dire de la vente directe avec des gens qui connaissent l'industrie, mais qui connaissent le pourquoi qu'on devrait utiliser des machines comme ça. Puis qui sont vraiment ciblés dans leur région aussi. Ouais, C'est quelqu'un en Russie, il vous vend ça. Ouais, Ils connaissent puis- l'agriculture dans ce coin-là. Là. Oui, c'est ça. Donc, le plan d'affaires était à l'époque d'ouvrir des bureaux satellites. Donc, on avait un bureau, on visait un bureau satellite en Europe, un bureau satellite aux États-Unis, pour le marché des États-Unis, qui est quand même très important. C'est 6 fois plus gros que le marché canadien. Ah, c'est ça. Donc, ensuite de ça, puis on pensait à l'Asie à l'époque. Et finalement, avec le premier bureau, parce que ça prend aussi dans le fond, des opportunités, puis ça prend des gens pour nous aider. Donc, le premier bureau a été ouvert, c'est à Vecta en Allemagne, pour la communauté, dans le fond, pour le marché de la communauté européenne. Des fois, les gens me demandent pourquoi Vecta en Allemagne. Aussi simple, parce que notre directeur général qu'on a embauché pour s'occuper du bureau, il demeurait à Vecta en Allemagne. Ok, je pensais que t'allais dire que c'était un guess. Non, mais quand même, il y a quand même un port de mer qui est quand même pas trop loin pour les importations. Donc, Parce que tout part d'ici. oui, tout est fabriqué à Saint-Lambert. Maintenant, l'usine est à Saint-Lambert, hein, donc il n'est plus à Saint-Nicolas. Tout est fabriqué, puis part de Saint-Lambert, puis est exporté. Okay. Donc, le développement, il est fait ici. On part de l'idée de l'éleveur. Après ça, on développe autant le côté mécanique de la machine, autant le côté électronique et autant les softwares qui vont dans les machines, dans les PC pour la gestion plus de bases de données. On développe des API. On a développé des API pour le partage des données. On a développé aussi une plateforme web, des applications mobiles, donc une panoplie d'affaires. Tout est développé ici. Le développement est fait à Saint-Lambert. Puis il part du bureau de Saint-Lambert. Donc, pour les ventes, ben c'est ça. Donc, 2013, ça a été l'implantation du bureau en Allemagne. 2014, ça a été l'implantation du bureau, dans l'État du Kansas. Au Kansas, ben, on a embauché un gradué, un PhD, là, dans le fond, un docteur en nutrition porcine qui graduait c'est un peu la mecque de l'université au niveau de la production, de la nutrition porcine au Canada, c'est Kansas State University. Donc, Kansas State University avait déjà utilisé nos machines dans les fermes de recherche. Notre directeur américain a travaillé avec nos machines en tant qu'étudiant au doctorat. Okay. Et puis, on l'avait bien connu. Et puis, on a décidé de lui offrir une job quand il a gradué. Donc, il est venu travailler pour nous autres. Il s'appelle Harriet Frobose. Et donc, on a décidé d'implanter le bureau qui est quand même le cœur du Midwest américain, là, le Kansas, qui est quand même une grande partie de production porcine américaine. Là. Il y a quand même un gros bassin de production porcine dans les États environnements. Là. Juste en Iowa, juste l'État de l'Iowa, il y a plus de truies qu'au Canada. Dans un État. Donc, qui est un État, dans le fond, juste un petit peu plus haut que le Kansas. Fait que le but, c'était sûrement d'aller embarquer là-dedans pour... Ouais. Donc, tu sais, pour donner aujourd'hui, on a 8 représentants, ceux qui couvrent le territoire américain, attachés au bureau des États-Unis. Ces 8 représentants-là, c'est tous au moins des agronomes. Donc, nos représentants, c'est des conseillers d'éleveurs. C'est des gens qui ont on va dire, excusez-moi le terme anglais, du knowledge, des connaissances d'éleveurs, les connaissances du métier. Puis quand je dis au minimum, c'est qu'il y en a qui sont aussi avec des maîtrises, il y en a qui ont aussi, on a 2 qui c'est des doctorats, là, notre responsable puis un autre. Donc, on ne vend pas des machines,
On vend du savoir. On vend de la productivité d'un ferme. C'est ça que, comme tu disais, dans les salons, vendre, ben pas dans les salons, mais tu sais, les bureaux satellites, c'est important de vendre le savoir. C'est ça. C'est votre pitch, là. C'est ça. Donc, en Allemagne, c'est la même chose aussi. Donc, aujourd'hui, du bureau de l'Europe, on a 5 représentants. Le marché européen est un peu différent. Le marché nord-américain, Canada, États-Unis, on fonctionne à 80, je vous dirais 90%, c'est de la vente directe. C'est Giga qui vend aux clients, qui vend à l'éleveur. OK. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de méga entreprises. T'sais, au Québec, on dit des grosses fermes. Des fois, on entend le terme méga porcherie. Là. Ouais. Ben, les plus grosses fermes au Québec que je connais, l'éleveur a 3000 truies. Puis on dit, hey, c'est beaucoup, là. Dans quel coin? Ben, entre autres, des fermes, les Lessards, dans le coin de Saint-Frédéric. Okay. Donc, c'est des gens qui ont des fermes, ils ont plusieurs fermes. Mais entre autres, une ferme qui a 3000 truies, c'est la limite au niveau environnemental au Québec d'avoir une taille de ferme comme ça. OK, c'est bon à savoir. Bon, on a des clients aux États-Unis. Smithfield Group, il y a 1 million de truies. Dans le même... Pas dans le même bâtisse, non. mais genre aux États-Unis. OK. Mais ils ont un site qui est dans le Utah, qui c'est comme un grand village, chez des fermes environ entre 5 et 10 000 truies par bâtiment. Mais il y a 70 000 truies sur le site. Puis ça, c'est des sites qui produisent la viande dédiée pour la Californie. OK. Donc, il y a des... Ça, c'est tous vos clients. Aujourd'hui, c'est vos clients. Oui, il y a des groupes comme Christensen Farm au Minnesota, ça a 200 quelques mille truies. Après ça, des Mashoff Grove au Missouri, ça a environ 300 000 truies. C'est des sociétés, des énormes sociétés. Ah. Donc, au Canada, le plus gros producteur de porc au Canada, il est dans l'Ouest canadien, c'est High Life Group. Aujourd'hui, ça appartient à des Japonais puis à des Thaïlandais. Donc, c'est plus de propriété canadienne. Avant, ça appartenait à une famille Vielfort. C'était des Franco-Manitobains. Mais il y a environ 5-6 ans, ils ont finalement vendu l'entreprise à des Asiatiques. Ils ont besoin de la viande, les Asiatiques. Là. Donc, ça, c'est une grosse société. Le deuxième plus gros producteur de porc au Québec, c'est Olimel. OK. Donc, Olimel, qu'on connaît bien au Québec par la marque dans les épiceries. Oui. Mais c'est aussi le deuxième plus gros producteur de porc canadien, dont presque, j'oserais dire, aussi gros dans l'Ouest canadien. Ils ont une très grosse abattoir en Alberta. Ils n'en ont pas juste au Québec. Donc, ils en ont une très grosse en Alberta. Donc, c'est aussi, il y a une grosse production de viande qui est aussi dans l'Ouest canadien. Favorise pour eux autres aussi l'exportation. Là. Quand tu exportes de Japon, puis que ça part de ta viande fraîche, part du port de Vancouver, mais que le porc est abattu en Alberta, puis donc, sauf déjà qu'ils se met une semaine de train entre le Québec puis Vancouver. Donc, déjà, pour faire de la viande fraîche vendue sur des tablettes, mettons, au Japon, ben, tu viens de garder une semaine de fraîcheur. Là. Ouais. Donc, puis, dis-moi, là, j'en profite pendant que tu as parlé de l'email, l'abattoir à Vallée-Jonction, comment que ça l'a impacté Giga Technologies? Ça a sûrement eu un impact. Oui, ça a eu un gros impact. Je te dirais que quand Olimel ont fait leur annonce, donner un exemple, pour l'impact au Québec, on s'attendait de vendre à peu près pour 8-9 millions d'équipements au Québec dans l'année qui allait suivre. C'était un peu qu'est-ce qui était signé, les prévisions. Et puis, après l'annonce de l'email, ça a descendu à pas tout à fait 3. Donc, plus les réels étaient en bas de 3. Donc, les projets qui étaient en cours, déjà avancés, se sont complétés. Tout le reste a arrêté. Aujourd'hui, tu sais, l'email, la fermeture de Vallée a fait qu'il y a beaucoup de fermes porcines de la région qui ferment. Hein. Donc, par défaut, ils peuvent envoyer leur viande. Oui, les porcs. Puis, dans le fond, il y a des options, mais tu sais, pour exemple, nos porcs chez Fermaldo, ils allaient à Vallée-Jonction. Donc, l'élevage porcin, là, tu sais, les dollars sont importants. Là. Les marges, c'est pas des énormes marges. Donc, juste le transport, mettons, on va transporter un porc à Vallée-Jonction. À l'époque, ça nous coûtait environ 3 $ par porc. Aujourd'hui, il va dans le bas du fleuve, parce qu'il y en a un abattoir, c'est l'abattoir à Asta, c'est à Saint-Alexandre de Kamouraska. Puis, on parle plus de 8 $, 9 $, dépendant des taxes incluses, mettons. Là. Donc, déjà là, c'est un manque à gagner de 5 à 6 $ de différence.
Ça paraît, Ben, c'est énorme. notre entreprise produit environ 50 000 porcs par année. Donc, c'est 250 000 qui viennent de disparaître de nos comptes juste pour le transport. C'est ça, pour un impact local, d'une fermeture. Oui, c'est ça. Puis là, on a annoncé sans compter la perte d'emploi, etc. Il y a eu les difficultés qui ont amené Alimel à prendre cette décision-là ont amené même des drames humains dans l'industrie porcine. Moi, je suis au cœur vraiment de ce qui se passe. Les éleveurs de porc, c'est par le fait même, c'est moi, c'est mes chums. Ouais. Puis des familles qui ont été impactées, qui fait que, il y a eu des décisions difficiles, il y a des décisions, il n'y a pas que l'industrie porcine s'effondre, il y a eu des éleveurs de porc du Québec qui ont fait des concessions, mettons, aux usines québécoises. Sans rentrer dans les détails, là, mais je veux dire, ça l'a fait que les liquidités des fermes ont été grandement affectées. Puis, des manques à gagner qu'on retrouvera difficilement avec le temps. Mais bon, quand tu n'as plus d'acheteurs, à un moment donné, tu n'as plus le choix. L'option B qu'on avait, c'est que s'ils ne sont pas abattus au Québec, il faut qu'ils s'en aillent aux États-Unis, ces porcs-là. Puis tantôt, je parlais d'un coût de transport de 3 à 9. Ben, descendre aux États-Unis, on parle de 60. L'abattoir la plus proche. Ben voyons donc. Ouais. Donc, parce que tu peux en mettre beaucoup moins dans une vanne. Les règles de transport d'animaux vivants ne permettent pas de faire un voyage direct. Il faut que les animaux fassent un arrêt en Ontario, soient débarqués, passent une nuit, dans le fond, à dormir, puis à boire, puis à manger, à rembarquer d'un nouveau camion, transfèrent les douanes, les papiers de douane pour traverser aux douanes, etc., etc., etc. Donc, c'est que les options... C'est pas une option. C'est des options extrêmes. Je vous dirais que le Québec a évité une catastrophe qui a arrêté d'euthanasier des porcs. Il y a eu une époque, là, 2 ans, 3 ans, là, pendant le COVID, entre autres. Là. Je veux dire, on a passé à quelques jours près qu'à être obligé pour le bien-être des animaux, parce qu'il y avait des problématiques d'écoulement des animaux qui étaient prêts dans les fermes. Mais des animaux qui sont dans les fermes, quand ils sont prêts pour aller au marché de l'abattage, les autres, ils continuent à grossir si tu ne les envoies pas à l'abattage. Puis la ferme est conçue pour une certaine taille des animaux. Donc, si tu ne les envoies pas au marché, ben parce que dans les usines d'abattage, avec des problèmes COVID, puis etc., ils ne peuvent pas y prendre, bien, les animaux continuent à grossir dans les fermes. C'est devenu un point tel préoccupant qu'on était sur le point d'être obligé d'euthanasier des animaux. Puis, dans le fond, d'en disposer des carcasses là, d'une manière, mettons, soit les enterrer ou quelque chose. Et il y a je vais vous dire, il n'y a pas à effrayer personne, mais des centaines de milliers d'animaux qui ont passé à ça, de passer comme ça. Ça a été toute qu'une gymnastique au Québec, là, il y a 2-3 ans. Là. Quand je veux dire, on rentrait dans des fermes, puis aujourd'hui, je peux le dire, là, mais ça faisait mal au cœur. Quand tu regardes, tes animaux sont tous debout dans l'enclos, là, mais que les planchers qui sont en béton, là, tu les vois pas. Ouais. Donc, s'il y en a un qui se couche, faut qu'il soit à tour de rôle pour aller boire et aller manger, là, tellement qu'il était rendu énorme. Là. Donc, des porcs que normalement, on envoyait pour le marché à 125 kilos vivants, t'es rendu à 170. Ben, veut pas, ça ne fonctionnait plus. Là. Donc, les fermes étaient conçues pour des porcs qui rentrent, mettons, à 20 kilos de poids, puis à 125 qui s'en vont au marché d'abattage. Mais là, vu qu'il était rendu très lourd, là, c'était problématique. Mais bon, c'est des crises que l'industrie a passées. Là aujourd'hui, ben, il y a une baisse de production porcine au Québec là, qui va être entre 8 et 10 qui est là, qui est inévitable, qui est en train de s'exécuter. Puis les gens qui gèrent cette décroissance-là s'attendent que, mettons, à l'été, on va l'avoir atteint. Donc, il y a des fermes qui ont disparu, il y a des fermes qui ferment, il y a des fermes qui arrêtent de produire, il y a des fermes qui se reconvertissent dans d'autres productions. Donc, il y a une baisse de la production porcine au Québec. Puis comment que vous gérez ça de votre côté, cette décroissance-là? Ben, je te dirais que Giga, en ayant la chance d'être déjà à l'international, je te dirais avant la crise, notre marché, on était peut-être à 85 % de notre marché était à l'exportation. Pendant la crise, on a monté à 90-95 % à l'exportation. Donc, le marché québécois a resté... Toujours une petite partie. Oui, c'est ça. Mais, comme là, par exemple, le marché nord-américain de la viande dans la dernière année et demie a été mauvais pour les éleveurs.
Donc, même aux États-Unis. Donc, tu sais, on a eu une baisse un peu aux États-Unis où, je te dirais, on a arrêté d'avoir une croissance, je vais te dire, parce qu'on se faisait... On a eu 4 années consécutives avec une croissance, l'entreprise, environ entre 30 et 40 % du chiffre d'affaires annuel. Ça fait une bonne accélération, mettons, là. Oui. Et puis, là, on vient de vivre une année qui était plus de statu quo. Mais d'autres marchés, comme l'Europe, on fait beaucoup, là, on a eu des très bonnes années en Europe dans les dernières années. Donc, qui est venu compenser pour d'autres marchés. L'Amérique latine, certains territoires qui ont apparu. Un marché qui a été ouvert pendant la COVID, un de nos représentants, Gracien Thériault, qui s'occupe de l'Amérique latine, a ouvert l'Argentine par team, hein, donc par quelqu'un qui connaît quelqu'un. Là. Ouais. Donc, tu connaîtrais-tu quelqu'un qui pourrait nous aider? Puis là, plus personne n'était capable de voyager. Donc, l'Argentine a été ouverte. On a tombé sur quelqu'un qui croyait en ce qu'on faisait, qui savait ce qu'on faisait. Puis il a dit, hey, ouais, moi, je peux vous aider ici. Donc, on a commencé. Puis juste l'an passé, l'Argentine, c'était au-delà de 3 millions qui nous a amené de revenus. Là. Donc, ça a quand même été intéressant. Mais l'Argentine, c'est des pays, entre autres, que des fois, politiquement, c'est compliqué. Donc, autant qu'on avait eu des belles ventes, à un moment donné, on avait pour pas loin de 2 millions de contrats signés, mais on ne pouvait pas envoyer marchandises parce que c'est des pays que, mettons, que faire sortir l'argent du pays pour payer un fournisseur, c'est compliqué des fois. Donc, le gouvernement en place, à un moment donné, a dit, on a plus, mettons, il ne laissait plus l'argent sortir. Donc, le client il avait acheté notre produit, il voulait nous payer. Nous, on était prêts à y envoyer, mais le gouvernement ne lui permettait pas de nous payer. Donc, puis à un moment donné, il y a eu des élections, là, environ 4-5 mois. Puis là, après ça, au bout d'un mois, le nouveau gouvernement en place a permis. Donc là, nos argents sont rentrés, nos équipements sont partis. Donc, c'est apprendre de travailler dans le commerce international, c'est tous ces genres de culture-là. Là. C'est d'apprendre à naviguer dans ça. On arrive dans des pays comme au Brésil où c'est que parce qu'on était tout seul, au départ, on avait 7 % de taxes à l'import. À un moment donné, ils nous ont monté à 15 % de taxes quand nos équipements arrivent aux douanes. Il y a comme un 15 % que ça coûte par le gouvernement brésilien. Et puis là, il y a une compagnie brésilienne qui nous a fait une copie. Elle dit « Hey, moi, j'existe. » On est monté à 42 % de taxes à l'import. Donc, il y a aussi des taxes de protectionnistes qui s'impliquent dans des choses comme ça. Ben, tu parles justement, j'embarque sur une des questions que j'avais, la compétition. Ouais. J'ai déjà lu des articles de Giga puis dans des journaux. Ouais. Tu disais la compétition, il en sort à tous les 6 mois, mais il dure pas longtemps. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je veux pas être arrogant avec ça, mais je te dirais principalement, on va jaser. Je te dirais que les gens qui veulent nous compétitionner, s'il y a des gens qui vont voir ce qu'on fait, ils vont regarder nos machines, vont dire hey, mécaniquement, je suis capable de faire ça. Moi. Électroniquement, on est capable de faire ça. Puis faire des softwares pour gérer ça, on est capable de faire ça. Puis on va travailler des entreprises, entre autres des très grosses compagnies, entre autres européennes que j'ai en tête, des entreprises c'est des énormes entreprises, puis que la division agricole, c'est au-delà d'1 milliard de chiffre d'affaires. Puis ça, c'est la division agricole, puis c'est la petite partie de l'entreprise. Ah ouais. Donc, quand eux autres, s'ils décident de dire ouais, mais c'est un produit qui est intéressant, finalement, on les voit aller, on riait d'eux autres, là, 10 ans, mais aujourd'hui, ils font de la business, puis les éleveurs, les clients sont contents. On va peut-être essayer de faire ça, nous autres aussi. Donc, il est né des produits comme ça. La difficulté, c'est que nos produits, nous, on les fait parce qu'on connaît viscéralement le besoin derrière. Qu'est-ce qu'on a besoin qu'ils fassent en ferme? Jusqu'à date, quand on est copié, la compétition vient d'équipes de R&D, des gens technologiques qui sont vraiment bons, mais qui ne savent pas les particularités, pourquoi qu'on a fait la machine. Pourquoi que telle particularité dans la machine est faite. Tu sais, entre autres, on a un souci énorme pour l'étanchéité des machines, pour, entre autres, la capacité à résister dans une ferme. Parce qu'on connaît bien son environnement. On sait que dans une ferme porcine, il y a des gaz, il y a de l'ammoniac. Donc, tout ce qui va de l'électronique et de l'ammoniac, là, ça fait pas long feu. Là. Donc, il faut les protéger. Dans des fermes porcines, c'est lavé avec des grosses machines à pression, mettons une fois par mois, les salles où on s'installe. Ouais.
c'est comme c'est des machines industrielles. Là. C'est pas un petit sanitize qu'on lave notre auto. Là. Si on lave l'auto avec ça, là, le peinture lève. Là. Ouais. OK? Donc, nos machines, si on lavait tous les mois avec des machines comme ça, là, pour la sanitation, puis la désinfection, etc., il faut que ça résiste à ça. Ben, souvent, des fois, j'arrive dans des salons, je vois des machines, puis je vois qu'ils ont pris des petits connecteurs un peu comme toi après tes appareils, puis ton micro, là. Ouais. Ah, ça fonctionne en lab. Mais dans la ferme, ça ne fonctionne pas longtemps. Donc, Non, c'est c'est ce knowledge-là que jusqu'à date, La poussière. on a, puis ensuite de ça, le knowledge la connaissance de ce qui fait que ça fonctionne en ferme. Tu sais, le premier mois de mon achat, là, à l'origine, que ça ne fonctionnait pas pantoute, là. Quand j'ai dit on a acheté Giga 5 ans après, là, nos compétiteurs, jusqu'à date, partent pas mal comme ça. Donc, ils se ramassent qu'ils ont fait une machine qui peut ressembler à la nôtre physiquement, mais quand les éleveurs l'installent, finalement, ça fait pas la même chose. Ouais. Puis ça a deux impacts pour nous autres. Au départ, je voyais la compétition comme effrayante. Pas content du tout. Par contre, ça a fait un changement dans notre industrie. Tantôt, j'ai parlé de notre processus de vente qu'il fallait éduquer nos clients. Pourquoi c'était important d'alimenter les animaux comme il faut, puis que nos machines étaient une solution. Bien, avec cette éducation-là, puis avec la compétition qui est arrivée, les marchés ont changé. Là, c'est comme si tranquillement, ça devient un marché où c'est que les éleveurs savent à quoi ça sert, parce qu'on n'est plus rien qu'un à le dire. On est rendu 2, puis 3, puis 4, puis 5 à le dire. Donc, les éleveurs, de moins en moins dans ces marchés-là, on a besoin d'expliquer pourquoi. On doit juste expliquer pourquoi on est les meilleurs. Donc, ça devient un processus de vente complètement différent. Donc, l'éleveur, il cherche quelle est mon option plutôt que est-ce que je vais mettre une machine comme ça. Mais c'est ça. Donc, la compétition, oui, mais principalement les marchés asiatiques. Je m'en vais en Chine, là, je pars le 15 de mai pour... j'ai de mes employés qui l'a fait depuis 2019, je n'ai pas rencontré là, à cause du COVID. Donc, on a 5 personnes en Chine présentement. Donc, ça va être mon premier voyage depuis l'ouverture. On va dire que le COVID nous le permet de voyager, d'aller en Asie, puis le plus en Chine. Et puis, en Chine, je vais vous dire, tout le monde sait que c'est le roi de la photocopie. Donc, on doit avoir une vingtaine de compétiteurs. Mais là, en Chine, c'est qu'il y a tous les 5-6 mois, c'est ça. Il y en apparaît un nouveau, puis 5-6 mois après, il n'est plus là. Donc, c'est vraiment le marché où c'est que les gens vont faire une copie, mais ils ne se cassent pas la tête à savoir c'est à quoi ça va servir vraiment, fondamentalement. Donc, des fois, quand c'est fait de cette manière-là, ça n'aide pas non plus. Parce que le danger que ça a, c'est que je vais dire, ces compétiteurs-là, parce qu'ils sont, entre guillemets, pas, mettons, connaissants ou ils polluent un peu notre marché. Parce que l'éleveur qui dit, moi, je pense que ça me fonctionne, ces concepts-là, puis achète une copie qui fait pas le travail du tout, tu as des gens qui vont se dire, ça marche pas, ces principes d'automatisation-là. Donc, ils vont perdre ils vont arrêter de croire en ça. Donc, on a une rééducation à faire. Oui, mais là, c'est parce que là, regarde, là, t'avais pas le bon produit, qu'il n'y avait pas les bonnes connaissances en arrière, puis etc., etc., etc. Donc, ça fait aussi des fois un effet inverse. Mais généralement, on arrive à tirer notre épingle du jeu dans ça quand même. Donc d'avoir peur de la compétition, on est passé à une entreprise qui l'utilise, je vais vous dire. Ouais. Dans sa stratégie d'affaires, et là, il va en avoir rien de plus. Il faut juste rester. On est les inventeurs de la technologie. On est les précurseurs de ces concepts-là. On est l'entreprise qui a les connaissances derrière. Donc, moi, je dis, on est les meilleurs. Il faut les rester les meilleurs. Donc, on investit beaucoup en recherche et développement. On fait beaucoup de recherches en ferme pour continuer à être connaissant. Puis on veut l'idée, ce que j'appelle la communauté scientifique mondiale dans l'alimentation de précision des porcs. Être la référence. On va être la référence. Il y a un an et demi, là, bien, maintenant, on a fait un événement qui s'appelait le Gestal Swine Summit, où ce qu'on a invité, mettons, 150, 130, 120, en tout cas, peu importe. Là.
sommité mondial en nutrition porcine, ici, dans le fond, au Centre des congrès Lévis. C'était 2 jours d'événements. Puis, on ne lui parlait pas de nos machines. On lui parlait d'alimentation. Des statistiques, des recherches. Des recherches, des conférenciers. On a fait venir des conférenciers d'Australie, du Brésil, d'Amérique du Sud, des chercheurs canadiens. Puis on a parlé de concepts d'alimentation. Tu sais, je vais vous donner par exemple, tu sais, aujourd'hui, il y a des technologies qu'on pourrait nourrir les porcs, qu'on réduirait entre autres à environ de 8 à 10 % les coûts d'alimentation pour produire un porc, mais de 20 à 30 % les rejets environnementaux. OK? Parce qu'en alimentation de précision, la différence, mettons qu'il y a un éleveur québécois, mettons exemple qu'il y a un élevage de 1000 porcs en engraissement. En réalité, c'est 1000 individus différents. Mais quand le camion vient livrer de l'aliment, dans le fond, de la moulée, c'est une moulée qui est adaptée, mettons, pour la moyenne des poids des porcs qui sont dans l'élevage. Okay? Généralement, pour un porc qui est élevé pendant environ 5 mois, pour passer environ de 25 kg à 125 kg, les éleveurs vont utiliser entre 3 à 5 recettes de moulées différentes, adaptées à des groupes de poids de ces individus-là. Mais quand tu nourris une population en fonction d'une moyenne, je vais dire, tu es loin d'être précis. Pour vous donner un exemple, tu as beau avoir la même génétique, la même alimentation. J'ai un de mes fils qui mesure 6 pieds 3. Il a pesé 300 livres parce qu'il était un athlète et il jouait au football. J'en ai un autre qui mesure 5 et 8, puis qui peut-être s'est tenu à 180. En tout cas, à preuve du contraire, c'est les deux le même père et le même mère. Donc, au niveau génétique, c'est proche. Mais on peut s'attendre qu'aux besoins nutritionnels, c'est pas le même. Ouais. Donc, dans un élevage porcin, c'est aussi différent que ça. Donc, tu as des animaux pour permettre des performances adéquates. On nourrit quasiment tout le troupeau pour compenser les moins performants. Mais les plus performants, mettons les 80% plus performants, eux autres, ils pourraient avoir moins de nutriments, puis ils performeront autant. Puis là, quand tu comprends ça, par exemple, de la protéine, si tu donnes trop de protéines à un porc, il prend les protéines qu'il a besoin pour le transformer dans son muscle en viande. Il grandit avec ça. Le reste, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas le stocker autrement. Donc, il s'en va dans ses fesses, dans son fumier. Puis, c'est ce qui crée l'azote, que quand on dit on fertilise des champs avec du lisier, ça prend de l'azote. L'azote, elle vient de où? De la protéine non digérée que le porc a mangée. Donc, on entend souvent pour les cours d'eau le niveau phosphore. Les cours d'eau, là, on a entendu bien des choses. Les plantes ont besoin de phosphore pour croître. Okay, c'est un besoin. Donc, dans les lisiers, il y a du phosphore. Mais le porc, par exemple, on le nourrit avec des grains. Okay? Il nourrit avec du maïs, du soya, de l'orge. 98% de sa ration, c'est des grains, en fait. Okay? Et le porc, c'est un omnivore. Et quand il se nourrit de grains, qui est un végétaux, c'est correct. Mais il est moins efficace pour prendre le phosphore qui est contenu dans la plante puis l'emmagasiner. Donc, on doit en rajouter dans l'aliment pour le nourrir avec du phosphore, dans le fond, minéral. Sauf que si on joue avec lui d'une manière nutritionnelle en précision, on peut baisser des niveaux de phosphore minéral de 20 à 25 % puis de maintenir ses performances et son développement osseux de la même qualité. Mais ça, pour faire ça, il faut être capable de connaître sa consommation précise, journalière, pour le suivre dans ses besoins. Dans le fond, c'est de donner à l'athlète de performance les nutriments qu'il a de besoin au moment qu'il en a de besoin, mais jamais en excès. C'est ça l'avenir que je crois beaucoup dans l'industrie porcine. Mais pour faire ça pour l'atteindre, là, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle dans l'industrie, dans toutes les industries. Puis Oui, comment vous voyez ça, vous autres, chez Giga? C'est même toi, en tant qu'entrepreneur, veux pas la réalité
la réalité change pas. Il faut que tu l'utilises Ouais. d'une bonne façon. Comment que toi, tu vois ça? C'est définitif. On a déjà une équipe là, qui travaille en intelligence artificielle pour intégrer on va dire, ces outils-là, ces concepts-là, dans les méthodes, des algorithmes, on va dire, décisionnels. Parce que présentement, on a des machines qui nourrissent des porcs, mais qui ont besoin d'un humain pour finaliser de les ajuster. L'intelligence artificielle, ce qu'elle va permettre, c'est... Il faut avoir une bonne... faut que tu regardes de faire la demande. Tu sais. Ouais, Fait que si t'es pas capable de faire la demande à l'intelligence à quelqu'un, ouais, à ton employé ou à ton... ouais. Tu seras pas capable de le demander à l'intelligence artificielle. Là. Oui, mais de là, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, pour faire son travail, ce qu'elle a besoin, c'est des données. Ouais. Il faut qu'elle analyse un paquet de données, ce qu'on appelle le big data, plus d'informations possibles qui va être liées dans l'équation, qui va l'amener à prendre des décisions, puis ensuite de ça, d'être capable d'avoir un retour sur ce qu'elle a fait. Donc, d'être capable de savoir la décision qu'elle a prise, elle s'est-tu trompée ou elle s'est pas trompée. Si tu es capable de lui ramener cette réponse-là, ben, en plus, les algorithmes vont permettre d'améliorer ce processus décisionnel-là. Mais justement, vu que vos systèmes vous fait des bases de données, ça doit être un travail qui est déjà entamé à un certain point. Vous avez des Je te dirais que je crois en ce concept-là, ça fait au-delà de... Je te dirais que ça remonte à 2004. Quand on a fait notre recherche en ferme qui nous a amené à acheter Giga, j'étais déjà convaincu que ça prend... Récolter des données. Oui, il fallait récolter des données parce que, puis tantôt j'ai parlé de mes études en admin, puis ma passion des données était déjà là parce que ça prend ces données-là pour prendre les décisions. Donc, notre développement des machines qui prennent, oui, nourrissent les porcs, mais ils récoltent toutes les informations. Tantôt, j'ai parlé de bases de données dans des PC, d'API pour échanger des données avec d'autres logiciels, nos bases de données cloud pour entreposer ces données-là. Ben en fait, je vais vous donner un exemple. Si nos machines gestales nourrissent 2 millions de truies à travers le monde aujourd'hui, ben si ces 2 millions de truies-là aujourd'hui, nos machines envoient des données au cloud qui, dans le fond, sur les comportements alimentaires de ces animaux-là, puis qu'on en a accès, ben on peut, dans le fond, on peut extrapoler avec ces données-là, puis peut-être beaucoup d'informations, puis l'objectif étant, entre autres, un des défis, c'est de prédire l'appétit de l'animal. Donc, si tu veux aller à une précision totale de donner, mettons, une portion dans une assiette vraiment précise en fonction des besoins de ton animal, bien, si tu veux savoir exactement le mélange, on va dire, de soupe qu'il faut que tu fasses avec le nombre de carottes et le nombre de céleri dans ta soupe pour arriver avec ses besoins spécifiques, bien, idéalement, il faudrait que tu devines c'est quoi l'appétit, combien de soupe il va en manger. Et ça, c'est une des difficultés. Ouais. Donc, entre autres, l'intelligence artificielle, on vise à nous aider dans nos algorithmes à ce niveau-là pour deviner peut-être 1 heure d'avance comment que l'animal devrait manger. Fait que c'est pas quelque chose qui te fait peur. Pas du tout. C'est ça. Pas Ça du fait tout. déjà plusieurs années qu'à la limite, quand tu as vu ça arriver, tu t'as dit, ça. Oui, c'est ça. Ben, pas du tout. Je te dirais que la technologie, il ne faut pas avoir peur de ça. Non. Faut. Je pense que tout ton parcours est basé en réalité sur la technologie, l'innovation. C'est d'essayer d'utiliser la technologie au service de nos besoins. Ouais. C'est vraiment ça. Quand ils sortent des nouveaux microcontrôleurs, ben, des fois, ça ouvre des options pour des nouvelles machines. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle parce que de plus en plus, ils commencent à avoir, on va dire, des microcontrôleurs ou de l'électronique, on va dire, à plus bas prix, qui ont assez de capacité pour gérer ça. Mais si on recule de 10 ans, ça aurait pris des méga ordinateurs, puis pour faire le même travail, quelque chose qui coûte 1 000 aujourd'hui aurait coûté 250 000 il y a 10 ans, on va dire que c'était pas atteignable. Ouais. L'évolution des technologies permet de plus en plus d'avoir d'accessibilité à des, on va dire, pour amener ça au service, je veux dire, de l'humain. Ouais. Ça m'amène un peu à revenir un peu sur ce que tu viens de dire. T'as parlé tantôt de tes 2 enfants, un qui est grand.
Costaud. large, et ça, tout ça. Justement, Giga, c'est une entreprise familiale, Oui. avec ton frère, Oui. puis Nelson aussi, qui est plus, Qui est- sur Aldo, Ouais, la ferme Aldo, Nelson il est revenu 2 ans après le transfert générationnel. Là. puis il est encore là Puis il aujourd'hui. est encore là aujourd'hui. Super. Donc, à l'origine, les 3 frères, on travaille ensemble. Puis, ça m'amène, la question m'amène, c'est que là, la relève, on est très chanceux. la relève, ouais. Ouais, très chanceux parce qu'on a une relève vraiment intéressante. Donald, pour commencer, il y a 2 de ses filles qui se sont joints à l'entreprise, une, il y a environ une dizaine d'années, lorsqu'elle a fini son bac en administration des affaires. Elle est allée faire ses études au Nouveau-Brunswick, entre autres, le bilinguisme, que je crois, pour faire du commerce international, il faut au moins parler 2 langues, idéalement 3 puis 4. Donc, Roxane est revenue, entre autres, qui parle anglais et espagnol couramment. Donc, elle avait fait ses études en administration des affaires là-bas. Donc, elle s'est jointe à nous il y a une dizaine d'années. Donald, sa fille Isabelle aussi, que ça fait environ entre 2 et 3 ans qu'elle s'est jointe à temps plein à l'entreprise. Elle aussi a fait une partie de son parcours au Nouveau-Brunswick. Et puis, elle a terminé son parcours universitaire à Bishop, dans le fond, pour terminer sa formation en anglais. Mais aussi en administration des affaires. Donald a aussi un 3e enfant qui est plus jeune. Hein, il termine son secondaire, dans le fond, cette année. Il est déjà impliqué à la ferme, dans l'entreprise en temps partiel. Oui. Mais on va lui laisser le temps de faire ses choix de carrière. Ben On oui, ne met ben pas oui. de pression. C'est ça, faut qu'il décide ce qu'il va vouloir faire dans la vie, etc. De mon côté, j'en ai 3 aussi. Donc, mon fils Samuel, qui a aussi gradué, mais lui a gradué de Laval, dans le fond, l'Université Laval. T'es chanceux d'un côté. Et moi, mon épouse est enseignante en anglais. Donc, mes enfants sont puis mettons, ma belle-mère, elle a resté longtemps en Ontario. Donc, mes enfants sont bilingues depuis leur jeunesse, là, depuis leur jeune âge. Donc, Samuel a fait son parcours aussi au niveau du football, là, joué pour le Rouge et Or. Donc, il a fait sa formation en administration des affaires à Laval. On parle de lui, je ne sais pas si vous avez compris tantôt. Grand, large, on Costaud. Parle de Samuel. Ouais, c'est ça. C'est lui le costaud qui a joué pour Laval. Puis Samuel nous avait surpris un peu en 2018, 2019, dans le fond, à cette dernière année universitaire. Il était pressenti pour peut-être jouer professionnel. Là. Il y avait des gens intéressés. Là. Puis il a décidé, après, analyse, puis certaines blessures à la tête, etc., de dire, regarde, j'ai plus le goût de me lancer tout de suite dans l'entreprise. Donc, il nous a rejoints là, début 2019. Donc, Samuel, il est aujourd'hui directeur des ventes internationales. Là. Donc, il a eu une belle progression aussi. Je suppose cette partie de l'entreprise-là. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, on le fait tout le monde ensemble, mais c'est sûr que c'est pas un travail, même, je parlais depuis le début, mais moi, c'est tout un travail d'équipe qui est derrière ça, pas tout seul. On est bien entouré. J'ai ma fille Sarah Maud, qui est ressources humaines. Elle fait environ 2 ans, qui est ici aussi. Donc, elle travaille aux ressources humaines. Elle est aussi diplômée universitaire. Donc, une belle relève. Sarah Maud aussi parle 3 langues. Elle parle espagnol aussi couramment. Donc, français, anglais, espagnol. Ça aide beaucoup. Puis mon fils Félix, qu'on va voir aussi, là, lui, il vient de finir sa première année universitaire. Là, donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire lui aussi. Là. Cet été, il fait un stage en marketing ici avec l'équipe marketing. J'ai la chance aussi d'avoir ma belle-fille, hein, Marie-Christine, qui est la directrice marketing. C'est ma belle-fille. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale. Ah, mais aujourd'hui, comment je dirais, chacun a ses rôles qui fait les forces, puis oui, c'est familial. Puis comment que sur une base régulière, la fin de semaine, comment ça se passe? Avoir une autre entreprise autant familiale, comment tu le vis? Ben, je te dirais que... Parce que, moi, de mon côté, je suis entrepreneur, ma blonde est pas impliquée dans mon entreprise, peu importe, mais reste que je l'amène à la maison toujours, là. Fait que... C'est pas vrai que, comme entrepreneur, tu viens de le dire, là, qu'on finit au bureau, que tu finisses à l'heure que tu voudras, que tu arrives à la maison et tu y penses plus. Honnêtement, mes développements, mes idées, je les ai eus en pleine nuit. Le soir, j'ai quasiment toujours mon iPad ou c'est plus une tablette
c'est plus une tablette Samsung, là, en tout cas, peu importe, là, mais est ouvert sur moi, puis je fais mes recherches. On a développé nos lecteurs RFID de soir en écoutant des séries avec ma blonde. Donc, c'est sûr que des fois, ça fait que c'est dur de décrocher. Hein. C'est un défi, à un moment donné, de se dire, quand tout va bien, ça va bien, mais des fois, il faut décrocher. Mais il y a une chose qui est vraiment importante. Il va dire ça, que mon père qui est décédé récemment, il a dit toute sa vie, quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas. Puis, tu sais, je veux dire, le développement de l'entreprise, tu sais, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait pour les sous, pour l'argent. Jamais. Ouais. Je l'ai fait par passion, parce que je crois à ce que je fais. Puis, tu sais, encore, quand j'étais enfant, là, je jouais avec des blocs Lego, là, puis j'aimais ça construire des choses. Tu as toujours eu une vision. Donc, aujourd'hui, je construis des choses. Je construis une entreprise, je construis des choses. Puis, j'ai 55 ans, je vais avoir 56 ans à l'automne. Tu sais, je tombe dans une période de ma vie où c'est que le développement, oui, mais aussi c'est redonner. Ouais. C'est redonner redonner à la communauté, redonner à l'industrie, redonner à mes collègues. C'est partager l'expérience, puis la satisfaction, c'est redonner. Tu as parlé tantôt d'entreprise familiale. Pour nous autres, l'entreprise familiale, c'est plus grand aussi bien que nos enfants. Là. Parce que, tu sais, c'est... En réalité, une entreprise, c'est giga, on dit, ça appartient à la famille Lefebvre. Sur papier, c'est vrai. Mais la vraie réalité, ça appartient à toute personne qui travaille chez Giga. Parce qu'à la fin, on va dire, c'est le pain et le beurre qui a ça à la table de tout le monde. Ouais. C'est puis, tu sais, mon père, encore là, j'en parle beaucoup parce que il est décédé vraiment récemment. Puis, tu sais, il nous a dit souvent dans ses derniers moments comment il était fier. Tu sais, puis il dit ce que je suis plus fier, c'est que c'est pas de la grosseur de l'entreprise. Il dit ce que je suis plus fier, c'est que la famille a travaillé ensemble, tout le monde a travaillé ensemble, puis le monde, vous avez travaillé avec plaisir, puis dans bonne harmonie. Vous avez, dans le fond, l'entreprise au début, c'était de faire vivre 2 familles. Aujourd'hui, ça fait vivre 150, 160 familles. Puis c'est ça la réalité. Parce que, tu sais, puis quand tu arrives au bureau le matin, tu vois tes collègues, c'est tes amis aussi. Donc le monde qui travaille ici, c'est nos amis, tu sais. Puis là, justement, tantôt, on a parlé de la fermeture de Limel-la-Vallée. Puis le temps de se réajuster, puis tout ça, puis à un moment donné, ben il est arrivé aussi quelque chose aux États-Unis, tu sais, que, tu sais, la crise de Limel n'a pas fait que juste parce qu'au Québec, ça allait pas bien. Tu sais, nord-américanement, ça a été plus difficile. Donc, il est arrivé qu'aussi, nord-américanement, l'industrie a ralenti assez rapidement. Mais ça l'a fait qu'à un moment donné, ici, ça a été serré un peu. Puis là, ben, on était sur le point de peut-être être obligé de mettre des gens au chômage un peu. Ben moi, de faire ça peut m'empêcher de dormir pendant un mois. Parce que je sais que, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui dépendent de ça. Là. Ouais. Puis il y a des impacts familiales derrière ça. Puis dans le fond, c'est que nos collègues, ben, on connaît, pour ceux qui sont là depuis un petit peu, ben, on connaît pas rien que le nom, on connaît le conjoint, on sait qu'ils ont des enfants, on sait qu'il y a tout ça. Puis bon, ben, finalement, ça s'est assez bien passé. Alors, on en a parlé. Il y a quelques personnes qui disent hey, moi, j'ai des vacances accumulées. À un moment donné, il y a eu des rotations. La crise s'est passée, ça a décollé. Le monde, il n'y a pas eu trop de... Quelques personnes, ils ont dit, de 4-5 personnes, ont dit ah ben moi, je prendrai un peu de chômage. Mais dans le fond, dans 2-3 mois, ça va décoller, ça fait mon affaire. Donc là, finalement, ça s'est placé. Puis, tout le monde est revenu. Puis depuis ce temps-là, ben, on est redevenu en croissance. Là. Donc, ce matin, j'étais en rencontre avec mon directeur de la R&D. Puis il dit, hey, sais-tu, Alain? Il dit, on a ajouté 10 personnes dans le département technique cette année. Il dit, ah oui, autant que ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait mettre 2 personnes dans des bureaux, qu'il y en avait un avant. Là. Mais j'ai dit, je m'en étais pas rendu compte. Il dit, ben oui. Donc, parce que là, on parlait d'engager peut-être d'autres ingénieurs. Regardez, là. Je te dirais que présentement, pour l'entreprise, il y a une partie qui est une opportunité un petit peu présentement parce que, on a des besoins, entre autres au
Au niveau de IT, on a des ingénieurs informatiques, électroniques, on a des besoins. Puis c'est pas facile nécessairement. C'est un milieu très compétitif, dans le fond, le recrutement, l'emploi. Longtemps, je veux dire, Appalaches a été des taux de chômage très bas. Et puis, mais là, on a eu la chance récemment d'embaucher quelques bonnes personnes qui, par un certain ralentissement, sont devenues disponibles. On regardait un peu, puis bon. Donc, on a un bassin qui est quand même proche. On est quand même à 10 minutes de Québec, là. Donc, ça nous permet d'avoir, mettons, des opportunités, mais ça reste que des fois, on combat contre des entreprises qui font des jeux vidéo. Des fois, c'est un peu plus sexy que de venir programmer des machines pour faire des cochons, pour nourrir des cochons. Ouais, c'est ça. Mais pour d'autres personnes, c'est bien plus stimulant. Parce que quand tu commences à programmer quelque chose, puis que ta machine commence à bouger, puis qu'après ça, il y a des gens qui vont là, puis ils vont même aller en ferme voir les résultats, puis voir comment que ça se passe, puis voir que ça change la vie de des gens, là, c'est un autre. Ça a un autre attrait que des fois, c'est différent. Donc, c'est ça. Donc, derrière tout ça, on essaye quand même, on va dire, d'être un bon employeur. Là. Une de nos fiertés l'an passé, le département RH, entre autres, là, que Ramon est impliqué, mais il y a aussi son collègue Carl, qui est directeur des ressources humaines. Ils ont gagné le prix pour, voyons, il me semble que c'est personnalité RH de l'année. Là. Je ne me souviens pas la terminologie exactement, là, mais quand même dans la région Nouvelle-Beauce. Là. Donc, c'est quand même une fierté là, d'être reconnu comme employeur, puis que c'était un bon milieu. Là. Donc, ça. Mais c'est un peu comme le reste. En réalité, c'est quand tu le fais avec passion parce que tu y crois. Il y a des gens qui m'ont dit, Alain, comment tu as fait de bâtir ton entreprise? Des fois, je dis, je ne le sais pas. J'ai essayé de me tromper le moins possible, mais je me suis peut-être trompé parce que c'est pas que je me suis pas trompé, puis c'est pas parce que... On fait toutes des erreurs aussi, puis ça nous permet d'avancer plus vite, plus loin. Ouais, puis des fois, c'est contextuel, c'est pas de ta faute. Ouais. J'ai été impliqué, notre entreprise d'élevage a été impliquée à un moment donné dans un projet pour transformer... On voulait abattre puis transformer notre viande. Donc, on avait acheté une usine qui était à Sainte-Énédine, qui appartenait à une famille Dubreuil. Puis, on avait monté un plan d'affaires, etc. Puis, après 8-10 ans, on a été contraints de fermer l'entreprise. En réalité, le plan d'affaires qu'on avait fait, l'avoir fait 15 ans avant, exactement le même, ça aurait été un succès. Mais on l'a fait, a établi à un moment donné, puis est arrivé des contextes, des contextes de marché. Et puis, entre autres, tantôt, je parlais de la Russie, 2013. Dans cette division-là de l'abattage, nos fesses de porc, ils étaient exportés presque entièrement en Russie. Donc, quand il est arrivé, ces pressions économiques-là, la Russie a dit, la viande canadienne, on ne la veut plus. Donc, on s'est ramassé on abattait environ 4000 porcs par semaine. Puis les fesses, qui est la partie des jambons, etc., représentent à peu près 25 de la carcasse. Donc, du jour au lendemain, tu as un marché, puis il disparaît. On n'est pas le seul en Amérique du Nord. Non, c'est ça. Donc, il s'est ramassé avec un excès de viande dans le fond de la fesse qui fait le jambon. La Russie était un importateur beaucoup. Ils mangent beaucoup traditionnellement de la viande comme des Cosaques, là, comme cuit sur une broche, là, comme des cubes. Là. OK, ouais. Puis ils faisaient ça beaucoup avec, dans une fesse de porc, il y a comme 5 muscles, là, puis ils faisaient beaucoup ça avec ces muscles-là. Donc, il y avait un marché naturel pour cette viande-là. Puis du jour au lendemain, quand la porte se ferme pour des décisions politiques, à un moment donné, là, ça fait que faut que l'industrie se revire de bord. Puis là, des fois, ça fait le temps que ça se réajuste, là, justement. Donc, on s'est ramassé d'une entreprise qui avait quand même un bon plan d'affaires, qui avait développé des marchés en Russie pour sa viande. Du jour au lendemain, à cause que Poutine décide de rentrer en Ukraine, en Crimée, on se ramasse que le gouvernement canadien dit « Hey, non, c'est pas bien, on va te mettre des sanctions économiques. » Puis toi, comme entrepreneur, bang, tu perds ton marché. Donc, donc ça nous a fait mal. Puis, on a appris, par exemple, beaucoup là-dedans. J'ai appris que, entre autres, le marché de la viande, c'est un marché quand même spécial.
Même si on était des éleveurs, ben, à un moment donné, c'est un apprentissage. Puis où c'est que quand il y a des marchés comme ça, puis c'est un marché de commodité, c'est un marché qui est connu par beaucoup de monde, à un moment donné, quand il y a beaucoup de monde qui le font, ben les marges sont pas énormes. Il faut que tu sois efficace. Donc, si tu manques d'efficacité, tu ne vivras pas. C'est les plus efficaces fonctionnent, mais donc, ça serait recommencé, cette étape-là. On resterait probablement plus petit pour rester peut-être plus à l'échelle québécoise, puis vendre notre viande sur le marché québécois avec une marque québécoise, que là, on a voulu prendre du volume, aller à l'exportation. Mais l'avoir fait 15 ans avant, ça aurait super fonctionné. Ouais. Mais là, parce qu'on n'était pas encore rendu à une étape qu'on pouvait se revirer assez vite de bord, ben ça a été très difficile. Puis là, ça l'a amené à l'entreprise. On n'avait pas les gens pour transformer la viande autrement. Donc, ça a été difficile. Donc, oui, dans la vie, il y a des fois, on a des succès. Mais moi, ça m'a apporté, par exemple, chez Giga, je prends cet exemple-là, notre savoir-faire fondamental de notre industrie du porc, comme éleveur. C'est une des raisons pourquoi qu'on reste dans notre industrie. Puis moi, je me plais à dire souvent à des gens, à nos clients, on n'est pas des généralistes, on est des spécialistes. Tu sais, un peu comme en médecine, tu as des excellents docteurs qui vont être généralistes, ils vont être docteurs de famille, etc., puis sont excellents dans le métier, mais c'est des généralistes. Par contre, la journée que ton médecin de famille te trouve un problème, il doute un problème cardiaque, il t'envoie voir un cardiologue. Mais chez Giga, on est des cardiologues. Des spécialistes. On est des spécialistes dans l'alimentation des précisions des porcs. On n'est pas des généralistes. Ouais. On ne gérera pas tout ce qui est électronique dans une ferme. Par exemple, tout ce qui est les contrôles de ventilation, ces affaires-là. On se dit, il y a des spécialistes, puis le meilleur service qu'on peut laisser faire à nos éleveurs, à nos clients, c'est de les laisser travailler avec des spécialistes. Mais si tu veux travailler avec des spécialistes en alimentation, viens nous voir, parce que c'est nous autres. Ouais. Puis là, cette année, ça fait 30 ans. Ouais. Giga Technologies. Ouais. Comment que tu vois la vision de l'avenir? On est très ambitieux. La relève a un plan très ambitieux. V'là 2 ans, avec la confirmation qu'au moins 4 de notre relève se joignaient à l'entreprise officiellement. Entre autres, là, Donald, mon frère, m'avait dit, Alain, il dit, il va falloir arrêter de prendre des décisions puis lui demander à eux autres ce qu'ils veulent. C'est eux autres le futur de l'entreprise. Donc, on leur a demandé de faire un exercice de réflexion stratégique de leur côté. Puis, on a travaillé avec une firme de consultants qui les a épaulés. Puis, moi et Donald, on n'était pas là. Ils ont eu plein de sessions ensemble, discuter de ce qu'ils voulaient puis de ce qu'ils visaient pour l'entreprise. Puis, ils sont arrivés à la conclusion puis qu'ils sont venus nous présenter ça. Et puis, en gros, si on regarde ça, ils nous ont présenté un plan de croissance qui est, moi, qui m'allume totalement, honnêtement. Tantôt, j'ai dit, ce que j'aime, c'est bâtir, puis j'aime redonner. Donc, là, ça m'allume complètement. Puis ta passion, là, tu es très transposée à l'autre génération. Relève, hein? Je penserais que oui, avec le plan qu'ils nous ont donné, là, on parle d'un plan de croissance de doubler le chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Plan de croissance qu'on a quand même donné, a partagé à tout l'ensemble de nos employés dans les différentes filiales. Tout le monde ici sait ce qu'on s'en va. Puis, on a un plan pour l'atteindre. C'est ambitieux parce que cette croissance-là vient principalement de l'export, dans le fond, à l'international. Le Québec, tantôt, je spécifiais que c'était un marché en saturation. On ne pourra pas se baser sur un doublement du chiffre d'affaires au Québec. Donc, tout ce nouveau marché-là, c'est tout à l'export. Puis quand que je parle d'export, c'est en dehors du Québec. Donc, c'est ambitieux, mais c'est en même temps très motivant. On approche à la fin, Alain. Je sais pas si tu savais, ça fait 1h30 qu'on jase. Non, je savais pas. Ça l'a passé vite. Hein? Ça passe vite. J'aimerais ça... J'ai 2 points. J'aimerais ça que tu me parles un peu peut-être d'une anecdote, coup de cœur que tu dois peut-être aimer compter dans ton expérience d'entrepreneuriat. Puis aussi parler un peu de conseils pour les entrepreneurs. Pour commencer par les anecdotes, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour des entrevues aussi. Puis
tu parlais de des... Tu accueillais du monde de la Chine ici, ou... Puis il y avait des demandes ou ben des choses que toi, t'avais senti que quand ils allaient venir ici, il fallait que tu leur présentes. As-tu des anecdotes, tu sais, de l'international qui serait drôle à raconter? Tu sais, une histoire courte un peu, mais tu sais, somme toute... Ben, il y en a plusieurs, là. Tu sais, je veux dire, une histoire drôle, justement, là, vraiment faire rire les gens. Je recevais un groupe d'une trentaine de Chinois comme ça, tu sais, puis c'était le premier voyage en Amérique du Nord, donc culture vraiment différente. Ouais. Et puis, ils avaient demandé de visiter une usine d'abattage de porc. Donc, on s'était organisé avec nos amis du Breton à Saint-Bernard pour pouvoir aller visiter l'usine à Rimouski, leur usine d'abattage à Rimouski. Puis à l'époque, elle était quand même récemment construite, ça faisait 4-5 ans. Très moderne, super belle usine, donc ça allait bien. Donc, nos Chinois arrivent, puis on loge à l'hôtel à Québec, puis le lendemain matin, on les prend de bonne heure, puis on leur dit, on va déjeuner en chemin. Donc, on décide d'arrêter, au Normandin, pas loin de Rivière-du-Loup. Puis, pour les gens, vous connaissez les restaurants normandins. Hein, donc, on était à la période où c'est qu'il y avait des fois, le festival de l'Ouest, là, qui avait les tourtières à l'Ouest, puis tout ça. Donc, là, on est le matin. Et puis, il est genre 7h30 quand l'autobus arrive. Puis là, imaginez une trentaine de Chinois qui débarquent. On est peut-être bien 4-5 Québécois. Puis là, on s'assoit dans le restaurant. Puis on n'a pas réservé, bien sûr. Donc là, le serveur vient nous voir. Puis là, je leur explique ça, que c'était des Chinois. Puis là, ils demandent les menus. As-tu des menus en anglais? Donc, ils nous amènent des menus. Mais entre autres, les Chinois, dans la culture des déjeuners, là, ils regardent ça. Tout d'un coup, ils veulent avoir du poisson. Donc, à un moment donné, ils trouvent... Là, je lui demande, il y a le filet de sol, là, dans la carte d'habitude, c'est le dîner, mais je leur explique pas ça. Donc, finalement, il y en a genre 28 qui commandent du filet de sol. Moi, je commande un assiette déjeuner, genre brunch, là, qui vient avec une tourtière là-dedans, ça. Donc, nos Chinois, là, je me souviens encore que le serveur part avec la commande, puis je me souviens encore le cuisinier qui sort de la cuisine, puis il dit « Hey, y a-tu quelqu'un qui me niaise ici, là? 28 assiettes de filet de poisson pour déjeuner. » Quand il a vu le monde, là, il a compris, donc on a ri. Mais là, ça se passe de même. Moi, je mange mon déjeuner, puis sur ma tourtière, moi, je mets beaucoup de ketchup. Donc, je mets du ketchup là-dessus. Puis, tu sais, des fois, dans les restaurants comme ça, au plafond, ils font des publicités. Donc, il y avait une espèce des pancartes. Puis, c'était comme pour des desserts. Donc, c'était des pointes de tarte, au citron, avec la meringue sur le dessus, tout, là, qui tournait au plafond. Donc, un Chinois qui me demande c'est quoi ça, ben là, j'ai dit, it's lemon pie, là, j'explique ça. Mais là, tu sais, ils comprennent plus ou moins, mais en tout cas, ils décident de se commander ça. Donc là, il y a à peu près 25 Chinois qui se commandent une pointe de tarte au citron pour goûter à ça. Mais là, le premier qui reçoit sa pointe de citron, il a dû faire un lien avec moi qui a mis du ketchup sur ma tourtière. Il pogne la bouteille de ketchup, j'ai pas le temps de dire rien. Il y en a à peu près une vingtaine qui pognent des bouteilles de ketchup, le table. Ils beurrent de ketchup, le tarte au citron, puis ils se mettent à manger le tarte au citron, puis c'est bon, c'est bon! Je l'ai jamais essayé, mais en tout cas, il paraîtrait que de la tarte au citron avec du ketchup, c'est bien bon. Mais c'est là que tu vois la culture, tu sais, quand on voyage, comment que des fois... C'est différent. Ouais. C'est différent. Donc, c'est des anecdotes drôles comme ça, là, mais donc on essaye de s'habituer avec... c'est sûr que dans le commerce à l'international, là, tu sais, c'est différent. Donc, il faut s'adapter à des cultures. Un peuple que j'adore, puis tu sais, c'est triste aujourd'hui, c'est la Russie. Tu sais, ils sont gouvernés par de la mafia, ils sont gouvernés par Poutine. C'est un gouvernement... tout le monde le sait, là. Mais tu sais, le peuple en tant que tel, là, c'est rien que des victimes. Là. C'est du bon monde. Puis, les premières fois que je suis allé là, au début, c'était... Tu sais, ils sont froids. Mais c'est parce qu'ils sont méfiants. C'est une culture qui sort de l'ère de l'Union soviétique, que tout est surveillé, qui sont surveillés de partout. Donc, avant d'ouvrir et faire confiance, il y a une culture de méfiance. Ouais. Mais à partir du moment que tu as gagné leur confiance, puis qu'ils t'adoptent,
si on parle de notre culture québécoise, ils nous ressemblent énormément. C'est des gens très agréables qui aiment le fun, qui vont faire des parties, ça va rire. Mon histoire, c'est que je suis en Russie, je suis dans une ferme à Miratorg, puis je suis dans l'élevage. Mais les autres, là, il arrive le président de Giga Technologies qui s'en viennent dans leur ferme. Ils sont tous là, les gens dans la ferme là, sont tous stiffs. Puis écoute, là, Mr. President, là, c'est important là-bas. Mais pour moi, Mr. President, c'est le petit trou de cul qui vient de Saint-Lambert, qui est fermier comme eux autres. Là. Donc, dans ma tête, là, moi, je suis pas différent d'eux autres, mais pas pantoute. Là. Non. Mais pour eux autres, Mr. President qui arrive, là, c'est important. Donc, je suis dans la ferme. Et puis là, je suis vraiment auprès des animaux, puis donne des explications, puis l'interprète, il traduit en russe, puis etc. Puis j'ai une question, je réponds pendant qu'il traduit. Mais avant ça, je demande, hey, ça te dérange-tu que j'aille voir la machine gestale, là, tu sais? Puis nos machines, il y a comme un petit bec qui sort, puis c'est par là que la moulée sort. Puis moi, tout bonnement, pendant qu'elle traduit ma réponse, je prends le bec de la machine, puis je le brosse un petit peu de même, puis il me tombe des granules de moulée dans ma main. Puis je joue avec comme ça. Puis pendant qu'il travaille, inconsciemment, parce que moi, j'ai fait ça régulièrement dans mes fermes, manger de la moulée à cochon, là, ben, j'en ai mangé en masse dans ma vie. Moi. Si c'est bon pour eux autres, c'est bon pour moi aussi. Donc là, je suis en train de parler, tout d'un coup, tchouc, je m'envoie une pellette, c'est une petite granule là, de choses tchouc, dans la bouche. Je commence à manger ça. Il y a 11 Russes devant moi, ça arrête tout bien dur de même. Là, ils se regardent tout, puis ils partent à rire. Moi, j'ai rien vu, là, j'ai rien compris. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, je demande à l'interprète, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit, Alain, tu t'as pas vu? Elle dit, tu viens de manger de la moulée à cochon. J'ai dit, c'est vrai? Ben oui, mais il n'y a rien là. Puis là, je leur explique d'où je viens. Puis là, je dis à la blague, j'ai dit, moi, je suis né sur une ferme. Puis c'était une petite ferme familiale. Peut-être que ma mère allait accoucher dans la porcherie, là, je ne sais pas. En tout cas, ils m'ont toujours dit que que je suis né à l'hôpital, mais peut-être que c'est pas vrai. Mais en tout cas, en réalité, j'ai toujours vécu sur une ferme familiale, etc. Donc, je leur raconte ça. Les gens, on est venus des super de bons amis. Là, après ça, ben, ça a été, on restait en contact, puis, tu sais, chatter pour s'écœurer pour les Olympiques, le Canada contre la Russie, là. Les joueurs de hockey, là. Donc, c'était vraiment, vraiment plaisant, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, c'est des anecdotes de même. Quand tu vis ça à l'étranger, là, c'est... puis quand ils disent qu'ils boivent de la vodka, là, ben... C'est vrai? C'est vrai. Il y a des dépanneurs en Russie que la vodka, c'est une bouteille de... Mettons, d'1 litre de vodka, c'est moins cher qu'un 2 litres de Pepsi. Donc, c'est vraiment... Mais par contre, elle donne mal à la tête, ça. Ouais, ça Mais il y en a de la pas chère. Mais il y en a de la bonne qui... Mais en tout cas, c'est comme toutes des choses, là, mais c'est ça. Puis on finit là-dessus, Alain. As-tu des conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Tu sais, t'as eu des défis, des expériences. Tu sais, un conseil rapide que t'as à nous dire? Moi, je dirais... Parce qu'en réalité, tu sais, j'aimerais bien être capable, tantôt je disais partager, j'aimerais bien être capable de partager une recette qui me fonctionne. En réalité, plate à dire, mais il n'y en a pas une recette, il y en a plein. Puis je te dirais que au bout de la ligne, quelqu'un qui le fait avec passion, moi je vais dire, c'est fait-le avec passion. Si tu le fais avec la passion puis tu y crois, tu vas trouver le chemin pour réussir. C'est vraiment ta passion. Et toi, regarde, tu as une entreprise dans, voyons, La production vidéo, etc. C'est ta passion. Ouais. Ben, tu vas réussir parce que c'est ta passion, tu vas travailler dedans, puis tu vas y arriver. Moi, je voudrais faire la même chose que toi, mais tu sais, c'est pas ma passion. Ben, les heures, quand tu dis que tu arrives chez vous, tu y penses. Puis quand tu as un souci, le cerveau humain est fait pour la survie de l'espèce, c'est qu'on cherche des solutions. Instinctivement, on cherche des solutions. Quand on n'a pas de problème, on n'en cherche pas. On cherche des solutions quand il y a des défis et des problèmes. L'entrepreneur, souvent, c'est quelqu'un qui va être capable de faire abstraction de l'angoisse qui vient de ces problèmes-là, tout en gardant la lucidité que ça existe, les problèmes. Mais d'avoir la passion pour trouver des solutions. Moi, je dirais que ça tourne autour de cet équilibre-là. Ben, c'est un bon conseil. D'être capable, je me vois là-dedans. Là. Ouais, d'être capable de...
Parce que de dire à quelqu'un ça a toujours été facile, j'y crois pas. Non. Puis les succès tombent pas du ciel. Il y en a certains qui gagnent à l'auto, là. Il y en a certains qui Le arrivent... pourcentage est faible. Ouais. Ouais, puis il y en a certains qui ça arrive comme ça. Je dis pas que ça n'arrive pas, mais généralement, il y a des heures de travail, puis il y a des heures de réflexion derrière ça. Mais je vais finir là-dessus, c'est que si tu le fais avec passion, je veux dire, quand tu fais ce que tu aimes, c'est pas du travail. Tu fais juste ce que tu aimes, puis tu le fais avec passion. Ben, merci beaucoup, Alain, pour tout ce parcours-là que tu nous as partagé. Toutes ces expériences. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast, Alain. Puis, peut-être qu'on se reparle dans une couple d'épisodes, puis tu pourras m'en dire encore plus après tout cette longueur-là. Désolé, des fois, je passe un chemin. Étant donné que je m'étais comme pas préparé de scénario, des fois, j'en ai allé sur une m'excuse, c'était long. Ben mais ça reste que merci beaucoup d'avoir pensé à nous autres. Hein? Donc, c'est un honneur quand même que tu penses à moi, mais que tu penses à l'entreprise, à la famille derrière tout ça. Ben, pour avoir travaillé ensemble depuis plusieurs années en réalité, je connais le parcours, mais d'un point de vue marketing. Ouais. De l'innovation, je l'ai vu un peu, mais vraiment, d'où ce que ça part, c'est ça qui m'interpellait. Puis je suis vraiment content d'avoir pu creuser parce que je vois votre ferme à le dos, je vois toute l'innovation que vous faites, mais je voulais voir le petit Alain quand il a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, c'était quoi son... J'ai déjà été petit. Bon, merci beaucoup, Jason. Ben, merci. Salut, bye. Salut.